Bon, ben, bonjour à tous. Déjà, merci d'avoir bravé le Covid, la pluie, tout ce que vous voulez. Moi, j'arrive direct de Marseille. Donc, je suis chaud, là. Il faisait beau. C'était super. Donc, on va attaquer sur deux choses. Voilà. Moi, j'ai appelé ça des GAFA à Gaïa, parce que j'aime bien. C'est ce que j'appelle la nomomancie. C'est quand vous vous rendez compte que deux mots sont juste séparés d'une seule lettre et qu'entre le F et le I de Gaïa, il y a quelque chose qui va se passer. Donc en fait, on va travailler sur les imaginaires, la différence entre les imaginaires techniques, technologiques, les imaginaires du transhumain et les imaginaires du vivant qui seront portés par Gaïa. Donc j'ai mis un titre un peu obscur, un peu énigmatique, c'est comme ça, vous êtes obligé de suivre la conf pour essayer de comprendre à un moment donné, mais qu'est-ce que ça veut dire cette connerie de l'imaginaire du I-tréma. Voilà, donc on va attaquer. En fait, j'ai fait comme d'habitude, c'est-à-dire que j'ai fait des slides qui sont bourrés de... Oh, celui-là, ça va, c'est le plus simple de tous, mais vous verrez, après, c'est bourré de contenu. J'ai testé dans le train, ça fait 40 minutes, je suis censé en faire 30, donc je vais faire un peu du blitz, je vais essayer d'aller assez vite, parce que comme ça permettra beaucoup plus de questions et d'échanges, que je pense que ça va susciter chez vous beaucoup d'interrogations, et du coup, ce sera plus sympa d'en parler ensemble, d'en parler avec Antoine et d'en parler avec vous. Donc, sur cette session, cette masterclass hyper speed, pour moi, deux objectifs. Voilà, comprendre ce que peut la fiction, j'aime bien, c'est assez comme ça, et qu'un imaginaire est toujours politique. C'est-à-dire qu'on a tendance, vous verrez, à toujours vous dire l'imaginaire, c'est assez sympa, c'est rigolo, c'est l'évasion. Non, un imaginaire, même quand il est un imaginaire de divertissement, même comme il est évasif, il a toujours une dimension politique, il est toujours soit conservateur, soit émancipateur, soit progressiste, soit réac. Et ça, il faut vraiment en être conscient quand tu es créateur et quand tu es spectateur aussi. Et après, il y a un deuxième aspect, parce que là, on est sur le festival des médias, on va dire, immersifs. Je vais essayer de faire un panorama, mais rapide aussi, des différents médias que moi, j'ai explorés dans ma, maintenant, je peux dire carrière, parce que j'ai 51 ans et ça fait quand même 30 ans que j'essaie de créer. Donc, des différents médias que j'ai explorés et des potentiels qu'ils offrent en termes de création, et en particulier les médias immersifs. Donc c'est là-dessus peut-être que vous aurez beaucoup de questions parce qu'effectivement chaque média amène son monde, amène ses possibilités et c'est assez compliqué. Alors je vais vous faire peur tout de suite, je vais vous dire simplement tous les médias que j'ai explorés moi par l'écriture, soit vraiment en écriture pure, soit en scénarisation. Donc le roman et la nouvelle, je vous le fais vite hein, parce que là sinon déjà on y passe toute la session. Roman et nouvelle, donc mes trois romans en 25 ans seulement. Donc La zone du dehors, La horde du contrevent et Les furtifs. Du théâtre avec une pièce qui s'appelait Les Morphes qu'on a joué à Avignon il y a 4 ans. La bande dessinée avec la bande dessinée d'Éric et Nino sur La horde du contrevent sur lequel donc j'ai joué le rôle de script doctor. Les séries télé où comme beaucoup de scénaristes j'en ai fait plusieurs et aucune n'est sortie. Là je suis sur une qui est super, qui est une série télé de SF pour Canal+, qui se passe en 3 temporalités, qui est fondée sur la migration temporelle. C'est des gens qui migrent dans le temps et qui essayent de s'adapter à l'Antarctique dégelée en 2400. Long métrage d'animation, c'est l'expérience fameuse par son échec retentissant, qui est le long métrage d'animation qu'on avait fait sur la horde du contrevent, qu'on a essayé de faire avec Forge Animation et qui s'est lamentablement planté avant même de sortir. Du documentaire, essentiellement avec mon frère Bruno. De la fiction radiophonique avec Floriane Pochon et Faune Radio, où j'ai fait plusieurs choses. On a gagné le Grand Prix de la SGDL sur une fiction. Des balades sonores, c'est encore un médium différent. De la chanson et du slam et du concert, c'est ce que je me mets à faire là à cette rentrée. De la radio pirate dans des pick-up, de la chasse au trésor avec mes enfants, et vous allez voir pourquoi c'est intéressant. Et puis en immersif, du jeu vidéo, de la bande dessinée, je ne sais pas si vous connaissez ce médium. C'est de la bande dessinée, mais que vous faites défiler comme ça sur un smartphone ou sur une tablette. Et c'est extrêmement intéressant comme médium et on travaille là sur la horde sur ce médium-là avec Small Bang et Pierre Catan. Et puis de la réalité augmentée avec MOA. Et enfin, là c'est tout récent, ça date de l'été, de l'installation Cyberpunk aussi. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que voilà, j'ai écrit 3 livres en 25 ans, mais parce que j'ai fait aussi d'autres choses et que j'ai testé beaucoup de médias pour essayer de voir ce que ces médias pouvaient porter, pouvaient moi m'apporter et pouvaient permettre d'exprimer. Et c'est à partir de ça que j'essaye de faire cette conférence. Alors ça y est, on commence les slides où il y a 1000 trucs à regarder. Je vais essayer d'aller vite là-dessus, parce que c'est un slide bourrin. C'est de dire, voilà, pour moi, il y a 2 grands types d'imaginaires. C'est comme ça que je me le situe, c'est ma machine binaire à moi. Il y a les imaginaires que j'appellerais neutres ou passifs, ou faussement neutres. Et ça, c'est vachement marrant, parce que dans le festival, justement, News et Images, là,
on a ce petit truc où ils disent, voilà, des imaginaires propices à l'imaginaire, à l'évasion, à l'abandon. Tu vois. Et moi, quand je vois ça, l'évasion, à l'abandon, je fais, bon, qu'est-ce qu'on s'en fout? Est-ce que c'est pour ça qu'on doit créer? Voilà. Donc, c'est des titres d'imaginaire qui sont assez calibrés, normatifs, qui sont attendus, qui épousent une soi-disant attente du public. Je dis bien soi-disant attente du public parce que, en réalité, on ne peut connaître l'attente du public que si on copie, recopie ou reproduit des choses qui ont déjà marché. Et souvent, on le reproduit moins bien. Et que moi, j'ai toujours considéré qu'une œuvre d'art authentique, elle crée son propre public, elle le génère. C'est nécessairement une politique de l'offre, pour parler comme les marketeurs. C'est-à-dire que c'est l'œuvre qui va générer le public auquel elle correspond. Et ce n'est pas le public qui savait à l'avance de quelle œuvre il avait envie ou de quelle œuvre il avait besoin, quoi. Si on prend un grand succès mondial comme Harry Potter, ok, Harry Potter, c'est un syncrétisme, mais Harry Potter a créé son public. Il a créé les gens qui étaient capables d'aimer ce livre-là, quoi. Voilà. Donc, dans cet imaginaire-là, souvent, c'est centré sur le spectaculaire, bien sûr. Ce que j'appelle le wow effect. Tu fais waouh, c'est trop fou, c'est génial. Ou ce que j'appelle aussi l'art forain, qu'on voit beaucoup en VR. Alors maintenant, évidemment, ça progresse, etc. Mais c'est un peu comme les débuts du cinéma, c'est-à-dire qu'on impressionne les gens. Voilà, on te fait survoler la planète Terre, on t'immerge au fond des océans avec des requins autour, etc. Et ça, j'appelle ça l'art forain. J'ai rien contre l'art forain, mais voilà, c'est juste pour générer de la sensation, des émotions assez rapides et brutales. Donc, bref, c'est conçu pour ce que j'appelle moi divertir, c'est étymologiquement sortir de la voie. Ce que moi je défends, évidemment, vous l'avez compris, c'est ce qu'il y a en dessous. C'est des imaginaires qui sont situés, qui sont engagés, qui sont spéculatifs, qui sont ironiques, qui sont dérangeants, perturbants. Okay, donc centré sur une approche critique du monde, au sens positif, hein, critique, c'est une approche qui va analyser ce que le monde apporte, ce que le monde dérange, ce que le monde soulève. Évidemment, du coup, c'est pas attendu, c'est généralement original, ça sort du cadre et ça crée son propre public, comme je vous l'ai dit. Et c'est propice à la réflexion. Et ce qui est propice à la réflexion, généralement, est propice à l'émancipation, puisque c'est en réfléchissant que tu vas sortir des conditionnements opérants. Voilà. Donc moi, j'appelle ça subvertir. Voilà. Subvertir, voire éventuellement convertir à d'autres modes de réflexion, de pensée, d'action, transformer les gens, les faire évoluer. Voilà. Moi, j'ai toujours assumé cette dimension-là qui est super ringard aujourd'hui, et notamment en littérature. C'est-à-dire, si tu dis, moi, j'essaie de faire passer des valeurs, j'essaie de faire passer des messages, etc., les gens te regardent comme si tu étais un martien, parce que ça, c'est ce que disait Sartre ou Camus dans les années 60-70. Moi, je maintiens cette position. Je la considère fondamentale. Je dis oui, j'essaye de porter des valeurs, j'essaye de porter des vecteurs d'émancipation et je tiens à écrire et à créer pour ça. Voilà, donc je restais un sartrien basique. Voilà. Donc quand tu es créateur d'univers, il faut choisir entre ces deux types d'imaginaire. Alors maintenant, on attaque sur qu'est-ce que peut la fiction, parce que là, on vous dit dans ce festival, nouvelle fiction, ok. Donc il y a deux grandes choses pour moi, et ça, il faut être super conscient. Et quand tu vas voir des films ou jouer à des jeux vidéo ou lis des bouquins, et quand tu crées, c'est que la fiction, elle opère toujours un transfert affectif. Super important. Donc elle est fondée sur l'identification que toi, spectateur ou lecteur, tu vas avoir au personnage. Et ça, il y a deux grands types d'identification. C'est quelque chose qui a été posé par Aristote, vous connaissez peut-être ce truc-là si vous avez fait des études de scénario. Posé par Aristote dès le début, donc il y a très longtemps. Il dit il y a une identification par admiration. Ça, c'est typiquement les films Marvel ou les blockbusters. C'est-à-dire que tu t'identifies au personnage parce qu'il incarne ce que tu voudrais être. Voilà. Ce que tu rêves d'être. Tu l'admires, tu aimerais être comme lui, tu aimerais avoir cette capacité à faire les choses qu'il fait. Donc ça, c'est le premier grand type d'identification. Tu lèves la tête et je voudrais tellement être ça. Et le deuxième, c'est l'identification par familiarité. C'est-à-dire que tu t'attaches au personnage, tu t'identifies à eux parce qu'ils sont comme toi. Parce qu'ils sont proches de toi, ils ont les mêmes faiblesses, ils ont les mêmes failles, ou tu reconnais en eux des faiblesses ou des failles que toi tu as. Et ça, ça génère, alors ça c'est typique du film français, on va dire, de cinéma français, et ça génère aussi un attachement qui peut être très fort. Mais s'il n'y a pas d'identification, et là je parle vraiment par rapport aux nouveaux médias aussi, à la VR, à l'AR, etc., si tu ne réussis pas à générer une identification à des personnages ou à une situation, rien n'opère, rien ne marche. Quand on lâche un manga, quand on lâche un roman, etc., très souvent, c'est parce que ce premier vecteur d'accroche, qui est l'identification perso, elle ne fonctionne pas. Voilà. Donc ça, vraiment, moi, j'y fais extrêmement attention dans tout ce que je fais parce que c'est la meilleure façon de se planter. C'est de créer soit des personnages neutres, soit de créer des personnages à qui tu n'as pas envie de t'attacher, soit de rater vraiment ce vecteur-là. Voilà. Donc ça génère une empathie précieuse, c'est-à-dire que l'empathie, c'est que tu es dans le pathos avec le personnage, tu souffres avec lui, tu endures avec lui, tu éprouves avec lui. Voilà. Et du coup, cet attachement fonctionne, il crée une émotion. Cette émotion si précieuse que ne possède pas le registre argumentatif ou le registre rationnel habituel. Ça explique
pourquoi, en politique notamment, tu vois, je l'ai mis ici, l'attention portée au storytelling est aussi importante. C'est parce que si tu fais de la politique, si tu as un discours scientifique, même écologiste, même engagé, si tu fais de la publicité, du marketing, que tu essaies de vendre un produit, si tu n'as pas cette capacité à sortir de l'argumentatif et du rationnel et à aller toucher les gens par des vecteurs d'attachement, d'empathie et des vecteurs affectifs, rien n'opère. Ça ne marche pas. La grande foirade de la lutte écologique pendant longtemps, et ça continue à l'être, a été de nous dire, bah voilà, ça va augmenter de 2%, de 2 degrés les températures, enfin on nous balance des tonnes de chiffres, et ça génère absolument pas de réaction chez les gens parce qu'on n'est pas sur des vecteurs qui sont vraiment mobilisants. Ok, donc deuxième truc super important, je l'ai mis vraiment à la Yves Citon. Yves Citon, c'est un philosophe français que je vous recommande, qui est extraordinaire. Et il a fait un livre qui s'appelle Mythocratie. Et il dit un truc très fort. Il dit la fiction pré-scénarise des comportements. D'accord? Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, premièrement, quand tu fais une fiction, la grande force de la fiction, c'est que tu as un fil rouge. Tu as un fil narratif, tu as une continuité narrative. Tu as un début, tu as un milieu, une fin. Il se passe tout un ensemble de choses, tu as un parcours. Et ce parcours, sa force, c'est qu'il va activer une mémoire en toi. Tu vas d'autant plus te souvenir de quelque chose qu'on te raconte une histoire. Le truc classique, c'est que maintenant, on ne vend plus des programmes, par exemple, électoraux quand tu élis un président. On te vend une histoire. On te vend l'histoire de Sarkozy, on te vend l'histoire de Macron. On crée un storytelling pour que tu mémorises en gros ce qu'est la personne et ce qu'elle amène. Donc, si on revient anthropologiquement, on sait qu'il y a deux grands vecteurs de mémorisation. Il y avait la force du mythe par le fil narratif et l'histoire qui te crée comme ça une capacité à retenir. Et le deuxième, c'était la poésie, c'est-à-dire le fait de répéter des formes, notamment des formes musicales ou des formes rythmiques, qui fait que ça ancre au bout d'un moment quelque chose. Mais ça, c'est super précieux, ce fil narratif et cette mémorisation. Okay ? Pourquoi c'est précieux? Parce que ça ancre en toi une forme de vécu. Quand tu lis un roman que tu as adoré, quand tu vois un film qui t'a énormément touché, tu as l'impression d'avoir vécu ce film, parce que tu es rentré dans le vaisseau identificatoire du personnage et tu as vécu avec lui tout ce qui s'est passé. Et du coup, ça crée cette mémoire personnelle en toi et ça prépare en quelque sorte des freillages neuronaux qui font que tu vas réagir dans le futur, dans l'avenir, à des situations proches, de la même façon que ce que tu as vu dans le film ou que tu as vu dans le roman. D'accord? Et ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que tu as un effet de familiarité que ça te crée. Typiquement, si je vous fais du post-apo, tu vois, si je prends la série de Canal que j'ai bien aimée là, sur l'effondrement, où tu vois à un moment donné, si vous avez vu cette petite série là, où, ouais, t'as par exemple un épisode où ils arrivent à la station-service, il n'y a quasiment plus d'essence, et le mec, il leur sert de l'essence, 1 litre ou 2, et il leur demande en échange des vivres, en fait, de la bouffe, etc. Tu vois, et tu vois qu'il y a un troc qui se fait entre essence et bouffe. Bah, le fait d'avoir vu ce film-là, si jamais un jour ça arrive, vous serez préparé à ce type de réaction, à ce type de comportement. Tu vois ? Si tu fais du post-apo où les gens ils ne réagissent qu'en essayant de sauver leur putain de famille, leur couple, leur enfant et le reste, basta, allez vous faire foutre, eh ben, tu vas pré-scénariser le comportement que quand ça va arriver, le post-apo, eh ben, tu auras tendance à penser à ta gueule et à ta famille et pas du tout à ce qui se passe pour l'ensemble de la société. Tu vois ? Donc on pré-scénarise des types de réactions et de comportements. Tu vois ? Et on fait ça avec les migrants, on fait ça avec plein de choses. Et ce que dit Yves Citon, c'est qu'il dit les votes, le vote libéral suicidaire, l'attitude de rejet des migrants, etc., en fait, sont pré-scénarisés par les types comme ça de fiction qu'on met en place. Voilà. Moi, je suis convaincu de ça et c'est pour ça que je me bats beaucoup dans mes propres livres et créations pour éviter que je pré-scénarise de la merde pour les gens. Voilà. Alors, ok, qu'est-ce qui peut un imaginaire? Donc, deux grandes choses, parce que là, je vous ai parlé de la fiction, mais l'imaginaire, moi, ce que j'appelle l'imaginaire, c'est l'univers, en fait. C'est la façon, c'est l'endroit dans lequel va se dérouler la fiction. D'accord? Donc, il la territorialise dans une époque, c'est très important. Par exemple, Les Furtifs, c'est 2041, j'ai choisi ce truc-là. Et dans des lieux chargés, des lieux à enjeu. Et il met en tension les personnages dans ces univers-là. Donc, ça crée une forme ça réticule, c'est-à-dire que ça met en réseau et en résonance la fiction à l'intérieur de l'univers. Le personnage réagit à l'univers, il y a des vibrations qui se mettent en place, et plus les vibrations sont fortes, plus le système de résonance que tu arrives à créer dans ton imaginaire est puissant, plus l'expérience vécue va être forte. Voilà. Les livres réussis, les films réussis, c'est ceux où, pour moi, l'imaginaire arrive à activer ce que j'appelle, voilà, en pompant Baptiste Morisot, qui est un philosophe que j'adore, ce que j'appelle l'alliage incandescent. D'accord ? L'alliage incandescent, c'est la capacité d'un roman, d'un film, d'un jeu vidéo, de tout ce que vous voulez, à aller chercher l'affect, à aller chercher le percept et à aller chercher le concept. D'accord ? L'affect, bah, c'est ce qui te touche, c'est l'émotion. D'accord ? Le percept, c'est la sensation,
c'est les modes d'attention, c'est ce qui va te toucher, c'est la façon dont tu vas regarder le monde, c'est la vision du monde que ça te donne, et le concept, évidemment, c'est toutes les idées. Et quand ces trois niveaux-là, ça c'est repris évidemment de Deleuze, quand ces trois niveaux-là sont activés en même temps, il se produit un truc, il se produit une mise en tension de l'énergie qui fait que ça y est, tu es pris dans le composé, tu es pris dans la catalysation, et tu éprouves vraiment des choses fortes. Voilà. Après, l'imaginaire, ce qu'il peut, c'est qu'il va t'aménager des possibles ou pas, il va t'ouvrir le cerveau en deux mots, ou il ne va pas t'ouvrir le cerveau. Donc dans les imaginaires, notamment de science-fiction, ce qu'on dit souvent, c'est le côté dystopie ou utopie. Est-ce que tu crées un avenir ou une vision extrêmement négative et angoissante, ou est-ce que tu crées un avenir enviable, désirable? Bon, finalement, moi je trouve que cette façon de procéder, elle est pas super juste. Quand je regarde mon travail, si je prends les furtifs, j'ai longtemps dit en discours, je disais, ouais, les furtifs, c'est 2 tiers d'utopie, 1 tiers de dystopie. Mais en fait, non. Ce qu'il faut dire, c'est voilà, c'est utiliser ce terme bizarre qui s'appelle prototopie. C'est un mec qui s'appelle Yannick Rumpala, peut-être que vous le connaissez, qui a créé ça. Et c'est dire que tu crées des univers uniques dans lesquels il va y avoir de la dystopie, de l'utopie, bien sûr, mais c'est surtout comme des prototypes. Voilà, c'est comme des prototypes de monde, de type de société, de type de fonctionnement politique, anthropologique, que tu mets en place et dans lequel tu fais évoluer les personnages. Et c'est dans ces mondes-là que tu crées l'imaginaire. Voilà. Donc moi, après, j'ai déliré, je me suis dit, ouais, mais en fait, des fois, on fait de la tutopie, c'est-à-dire que c'est du tutoriau d'utopie ou de dystopie. Tu fais de la mutopie, c'est-à-dire que tu fais des systèmes qui vont changer les gens, qui vont faire muter les gens vers quelque chose que toi, tu as envie de leur voir accomplir. Ou le fameux utopie, c'est une collection à la Volt. Utopie, ça veut dire un univers bon, simplement un univers où on est bien. Voilà. Parce que moi, ce qui me fait chier dans l'utopie, c'est que tu as toujours l'impression que c'est pas réaliste, que c'est pas possible. Mais en fait, c'est possible. Donc, il vaut mieux dire utopie, c'est encore mieux. Voilà. Donc, pour moi, SF toujours, hein, je finis là-dessus, il y a 4 grands types d'imaginaires, enfin, il y a 4 grands types, j'ai envie de dire, de réactions que potentialisent les imaginaires. Soit ils t'émancipent, soit ils te mettent en alerte, soit il te fout dans la catharsis, soit il te fout dans l'acceptation sociale molle ou l'acclimatation au pire. C'est un peu les 4, c'est le tableau à double entrée, quoi. Voilà. C'est-à-dire que le truc classique de la SF, c'est de dire, oh là là, regardez si l'IA personnalisée se mettait en place, regardez à quel point ça nous pervertirait, ça nous enfermerait, ça couperait la relation à l'autre. Ça, c'est alerte, d'accord? Mais tu as des trucs, typiquement dans le post-apo, où c'est la catharsis. Tu vois tout s'écrouler, les villes s'écrouler, rentrer en flammes, tout est gelé, je sais pas, tu prends le jour d'après, voilà, tout est gelé, New York est gelé, et tu t'éclates, t'adores voir ça, quoi, t'adores voir ce côté, la Terre se détruit, les tsunamis défoncent tout, etc. La catharsis, voilà. Mais la catharsis, une fois que tu l'as faite, bon, à quoi ça sert, quoi, tu vois, c'est pas forcément très fort en réflexion. Et puis, tu as d'autres choses où c'est plutôt, on te met des petits mondes sympathiques avec de la belle technologie qui marche, et on t'acclimate en fait à un monde ultra-capitaliste, tranquille, dans lequel tu vas vivre. Donc ça, c'est acceptation sociale molle. Voilà, putain, j'ai fait des slides n'importe comment. On vous mettra en ligne, hein, comme ça sera plus simple. Ouais, je vais essayer d'aller vite là-dessus parce que c'est à la fois les questions que moi je me pose. Là, c'est un peu mon crible de travail quand j'essaie de créer un univers, de me dire, voilà, qu'est-ce que je vais essayer de mettre en place, ok? Donc déjà, l'imaginaire, il ouvre ou il ferme. Qu'est-ce qui potentialise? Tu as des imaginaires super nihilistes, des imaginaires qui te... Tu vois, quand tu vois Silo, par exemple, bah, je sais pas, je suis désolé, mais Silo, c'est... Des gens qui vivent dans des silos avec des... Bon, ça ouvre pas grand-chose, quoi, tu vois, ça te ferme un peu la tête, ça crée des révoltes, mais c'est pas génial. Je voulais parler peut-être de la confrontation à l'altérité, qui est quand même un grand apport de l'ASF. C'est-à-dire, est-ce que ton imaginaire te fait rencontrer d'autres espèces, des espèces hybrides, des créatures extraterrestres, des mondes nouveaux? C'est-à-dire que te confronte à quelque chose qui n'est pas familier. Voilà. Est-ce que ça t'amène vers autre chose? Moi, je fais toujours cette comparaison en disant la science-fiction, c'est un peu comme si tu partais avec ton sac à dos en Inde, quoi, tu vois. Tu sais pas où tu vas, tu as à peine un guide, tu débarques et tu te démerdes, tu vois. Et il faut que tu apprennes tout, que tu comprennes tout, la culture, les fonctionnements, les pièges, etc. Ou alors tu vas en Inde et tu as pris un voyage organisé et tu es guidé de part en part. Voilà. Moi, ce que j'aime pas en littérature blanche, la littérature qui n'est pas la littérature de genre, c'est que bah, ouais, tu es guidé de part en part, tu connais tout, tu es familier avec ce qui se produit, etc.
En SF, bah, on te balance son sac à dos en Inde, et donc on te confronte vraiment à l'altérité, et l'altérité, c'est elle qui te fait réfléchir, penser, et qui t'ouvre. Voilà. Et après, moi, je me pose toujours la question, est-ce que quand les gens ils vont rentrer dans le livre, ça va leur donner envie de se battre, de changer le monde, d'aller vers autre chose, de développer d'autres modèles politiques ou sociologiques, voilà. Et est-ce que je mets en place des personnages qui font ça, qui, eux, s'émancipent, qui, eux, se battent, qui, eux, réussissent à sortir du monde dans lequel ils sont piégés ou de la dystopie dans laquelle ils sont piégés. Donc ça, c'est moi les questions que je me pose. Et après, donc, je ne sais pas s'il y a des créateurs ici ou des gens qui bossent vers l'avenir. Moi, je vais vous donner un peu les pistes d'imaginaire que je trouve prometteuses en ce moment. C'est un peu les thèmes que je verrai. Donc, passer du cyberpunk au biopunk, ça, c'est toujours un peu polémique, surtout quand tu dis ça aux spécialistes du cyberpunk. Moi, je considère que depuis les années 70, il y a eu un imaginaire dominant, c'est le cyberpunk, et cet imaginaire était constitué d'une promesse qui était géniale, moi qui m'a fasciné, comme beaucoup de gens, qui était de dire la technologie va nous émanciper, la technologie va nous libérer, la technologie va accroître nos possibilités, va nous permettre de toucher des choses fantastiques. Moi, j'ai l'impression que cette promesse, elle est en train de se refermer, et justement à cause des GAFA, c'est-à-dire qu'on a fait de la technologie quelque chose d'absolument quotidien, et quelque chose qui a maximisé, non pas notre émancipation, mais notre auto-aliénation. On a en place, non pas une dictature hein, des GAFA ou du numérique, mais un ensemble d'applications, un ensemble de logiciels, un ensemble de machines qu'on va empoigner, dans lequel on va se servir, et qui va maximiser l'addiction qu'on est capable de susciter auprès d'elle et l'auto-aliénation. Moi, j'appelle ça le self-service, hein, c'est-à-dire le vice de l'auto-servitude, avec cette idée que c'est nous qui empoignons les outils qui vont nous-mêmes nous aliéner. Donc pour moi, la promesse cyberpunk, elle est tombée, et on arrive vers quelque chose de beaucoup plus intéressant, que j'appellerais le biopunk ou le zoopunk, c'est-à-dire que c'est dans le renouement avec le vivant, c'est dans l'attention à l'altérité du vivant, dans les nouveaux vecteurs d'éthologie, c'est-à-dire de comportements animaux qu'on arrive à étudier aujourd'hui, que va se trouver un imaginaire super riche, quoi. C'est-à-dire que tout est déjà sur Terre, mais la façon dont une forêt pousse, dont un champignon pousse, dont un loup se déplace, etc., et ben, pour moi, c'est beaucoup plus porteur d'imaginaire et de nouveaux récits que ce que la machine peut faire avec nous et ce que l'IA peut faire. Voilà. Voilà, donc on appelle ça l'op-punk aussi, hein. C'est l'idée que c'est l'espoir plutôt que le post-apo qui va nous diriger, donc c'est un peu des utopies ou des utopies positives. L'idée d'essayer d'imaginer la fin du capitalisme, est-ce que ça peut produire, comme c'est la phrase célèbre de Jameson, hein, on a beaucoup plus de facilité à imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Donc, on va essayer quand même, voilà. Poser le low-tech comme un avenir désirable, parce que c'est toujours le high-tech qui est posé comme l'horizon. Voilà, je vous passe tous les trucs, hein, évidemment, écrire pluriel, écrire transgenre, transmonde, décolonial, tout ça. Et puis, après, les 3 dimensions d'écriture pure, ouais. Creuser une langue étrangère dans la langue, c'est-à-dire réussir à parler de façon compréhensible ou à écrire de façon compréhensible, mais en amenant des sensations totalement neuves, comme j'essaye de le faire dans Les Furtifs avec le langage de Tishka. Voilà, mais aussi des narrations spéciales, polyphoniques, et écrire d'un point de vue d'un autre corps. Bon, je vous passe ça tout très très vite, parce qu'on pourrait y passer des heures. Et voilà, et ça donne l'imaginaire du Itrema. Donc vous avez tenu jusqu'ici, et vous avez enfin la révélation. Donc là, je ne me suis pas fait chier. J'ai recopié en fait le final d'une préface que je viens de faire pour un livre que je vous conseille absolument, d'Ariel Kirou, qui s'appelle Dans les imaginaires du futur, où enfin un livre analyse à quel point la science-fiction est politique et à quel point la science-fiction véhicule des imaginaires politiques. Et voilà, en fait, je pourrais me taire, ça ferait du bien. Qu'est-ce que je raconte là-dedans? En fait, c'est de dire que quand on passe du F de GAFA au I-tréma de Gaïa, il se passe quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'on ouvre une autre forme d'imaginaire. Donc, ce n'est pas l'IA, c'est l'intelligence amie, moi j'appelle ça, ou l'intelligence collective, qui n'a pas besoin de serveur, mais juste de corps et de cerveau. C'est un imaginaire multiple, pluriversel, qui tient compte des minorités, qui tient compte des genres, qui tient compte évidemment de ce que Chamoiseau appelle le tout-monde. Et c'est un imaginaire connecté à l'idée qu'on doit renouer avec le vivant, doit renouer avec les forces du vivant, qu'elles soient animales, qu'elles soient végétales, qu'elles soient bactériennes, qu'elles soient fongiques. Toutes ces formes-là, on doit essayer de renouer, parce qu'on est les enfants des modernes, on est les enfants de la coupure avec le vivant. On a arrêté de considérer que le vivant était à travers nous et qu'on vivait tissé à lui. On a cru que c'était juste de la nature.
ben, il faut revenir là-dessus et ça va nous développer des imaginaires beaucoup plus intéressants. Voilà. Donc j'ai appelé ça l'imaginaire du tréma. La meilleure blague du truc, j'adore ça, c'est il y a des gens qui, lorsqu'on leur pointe la grande ours, ne voient qu'un caddie. Voilà. Je crois que ça résume la poétique actuelle. Alors, il faut me dire combien de temps j'en suis, parce que... 30 ? Ah ouais, c'est hardcore quand même. Je me suis fait croire à moi-même que j'allais m'en sortir en une demi-heure. Ok, bon, on va essayer de faire encore 10 minutes, 10-15 minutes, et après on passera aux questions. Donc, deuxième grande partie, je vous l'avais promis, c'est l'imaginaire par média. Qu'est-ce que peut un média ? Donc là, ça va être très simple. J'essaie de me concentrer sur l'essentiel. Chaque média que vous utilisez, si vous utilisez le jeu vidéo, le roman, le théâtre, l'AR, la VR, chaque média possède sa puissance propre. Il y a une sorte d'ontologie propre aux médias. Et toute la difficulté pour un créateur, c'est de se dire quel est le pouvoir d'expression particulier et optimal de ce média. Qu'est-ce que ce média peut que ne peuvent pas les autres médias ? Voilà. Je vais vous raconter une erreur, moi, des choses que j'ai mal faites, parce que j'ai fait plein évidemment de conneries dans mes projets. Quand je suis allé vers le jeu vidéo, voilà, c'était en 2007, j'avais l'idée de me dire j'en ai marre de faire des livres élitistes, j'en ai marre de faire des livres où j'ai que des gens qui sont bac+5 qui les lisent, parce que le style est trop élaboré, etc. Et je me suis dit, bon, allez, tu prétends faire du travail émancipateur, donc va vers un média vraiment démocratique. Et donc, je suis allé vers le jeu vidéo. Et je me suis dit, je vais faire un jeu vidéo, dès que c'était de l'action-aventure, en l'occurrence. On a créé une boîte qui s'appelle Dontnod, on était 5 cofondateurs. Et moi, j'étais chargé, donc j'étais directeur narratif. Et je me suis dit, je vais faire un vrai jeu vidéo politique. Et un jeu vidéo contre les sociétés de contrôle. Et on a bâti ce monde de Remember Me, où, pour vous dire en 2 mots, c'est un monde où la mémoire est digitalisée. Voilà, tous vos souvenirs sont digitalisés, sont numérisés. Et vous pouvez donc consommer les souvenirs des autres. Voilà. Vous pouvez vivre dans les souvenirs des autres et les consommer. Et donc, vous pouvez hacker aussi les souvenirs des autres et les modifier. Et toute la société, toute l'économie est fondée sur la vente et l'achat de souvenirs. La plus grande boîte de cet univers est une banque mémorielle dans laquelle tu vas déposer tes mauvais souvenirs ou tes bons souvenirs chaque jour. Et eux, ils repaillent ces souvenirs, ils les revendent, ils revendent des souvenirs de stars, etc. Donc, c'était là-dessus. Et on jouait un personnage de hacker qui hackait le cerveau des gens pour changer leur mémoire. Donc, j'étais super content de l'univers. On a fait une bible narrative de 1000 pages. J'avais une équipe de 8 personnes. On a bossé 1 an et demi dessus. C'est la plus belle bible que j'ai jamais faite, certainement, quoi. Et on a commencé le jeu. Et en réalité, le jeu, tu fais 50% de combat, tu fais 40% allez, on va dire de traversal, quoi, de parcours, et tu fais 10% de memory remix où tu remixes la mémoire des gens. Voilà. Et en réalité, j'avais pas pigé un truc extrêmement simple. Après, tu te dis, c'est vraiment un blaireau quand même. C'est que le jeu vidéo est un média où la clé, c'est le gameplay, c'est-à-dire c'est la mécanique de jeu. Ce que tu vas faire éprouver aux joueurs dépend de la mécanique de jeu. C'est ça qui est organique, c'est ça qui est physiologique, c'est ça qui est proprioceptif, c'est ça qui te reste dans ton corps quand tu joues. Voilà. Si tu fais un jeu de combat, ce que tu véhicules, c'est de l'agressivité, de la contre-agressivité, de la défense, de l'attaque, etc. Et tu peux raconter ce que tu veux, tu peux faire combattre dans n'importe quel univers narratif, c'est ça qui va rester. Voilà. Et nous, enfin moi, j'ai pas cherché et j'ai pas compris qu'il fallait que je cherche le gameplay qui allait être le gameplay de la lutte contre le contrôle. Voilà. J'ai pas trouvé ce gameplay, donc j'ai fait un univers narratif magnifique avec toute mon équipe, avec Stéphane Boerger en l'occurrence, qui a récupéré après le truc. Et j'ai raté absolument ce que je voulais faire. Voilà. Si par exemple, tu veux faire, je donne un autre exemple en jeu vidéo, si tu veux faire un jeu vidéo sur le lien, tu vois, La Horde du Contrevent, je considère que c'est un livre sur le mouvement et le lien. C'est le lien de ces 23 personnages pour remonter le vent. Quand les gens sont venus me voir pour faire du jeu vidéo, j'avais au moins compris ça. Je leur ai dit, si vous faites un jeu vidéo dans lequel vous pouvez gagner sans être lié, vous pouvez gagner sans faire quelque chose de collectif, vous pouvez gagner sans coopérer, le jeu vidéo n'est pas un jeu vidéo pour la Horde. Voilà. La Horde du Contrevent, s'il y a un jeu vidéo qui doit être fait, c'est un jeu vidéo dont le gameplay, la mécanique de jeu est articulée sur le fait d'être liés ensemble et de coopérer pour faire quelque chose. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, du survival, vous pouvez remonter le vent, vous pouvez faire un jeu de simulation face au vent, tout ce que vous voulez, mais la clé du gameplay doit être sur... c'est comme ce fameux jeu très célèbre qui s'appelle les ICO, où vous devez toujours tenir la main de votre princesse, et si vous lâchez la main de votre princesse et que vous la laissez, elle dépérit. Et ce jeu a cette force incroyable, c'est que ce gameplay-là fait que tu te sens lié à quelqu'un comme tu l'as jamais été. Voilà. Ça te fait éprouver par le gameplay. Donc la force du média, c'est la mécanique de jeu. Si tu n'as pas pigé ça, tu peux faire ce que tu veux. Donc moi, j'ai fait de la narration environnementale, j'ai fait de la narration comme vous voulez, et j'ai créé tout un univers, mais c'est un décor. Voilà, c'est un décor, et ça ne marche pas. Voilà. Bon, je vais zapper tout ça sur la Horde, on en parlera après si ça vous intéresse. Je vais quand même vous donner la station de Deleuze, parce que ça, c'est quand même génial.
Deleuze Forever. Ça, je vous conseille absolument hein, de l'écouter. C'est en ligne, c'est sur YouTube. Conférence de Deleuze à la Fémis sur l'acte de création, c'est 45 minutes. C'est une conférence légendaire, moi qui m'a énormément construit. C'est lui qui dit, il n'y a pas d'idée en général. Il y a une idée qui est vouée. Et l'idée, c'est une idée de cinéma, ou c'est une idée de roman, ou c'est une idée de théâtre. Voilà. Les idées sont des potentiels, mais des potentiels déjà engagés dans tel ou tel mode d'expression. Voilà. Donc, si tu ne réfléchis pas à te dire, voilà, je prends l'ordre du contrevent, je vais en faire un jeu vidéo. Si tu ne trouves pas l'idée de jeu vidéo qui correspond à l'idée de roman, tu vas faire de la merde et tu ne vas pas adapter l'ordre du contrevent. Voilà. Et c'est valable pour tout. Moi, je vais vous raconter une chose. J'ai regardé Tueur né à l'époque. Vous vous souvenez peut-être de ce film d'Oliver Stone. Et il y a une idée géniale dans Tueur né, une vraie idée de cinéma, c'est que chaque fois qu'il y a une scène de crime, on passe de la couleur au noir et blanc. Et au début, tu fais, qu'est-ce qu'il fait quoi? Tu vois, t'arrives, ils sont dans une station essence, ils se égorgent, machin, bon, c'est des meurtres et tout. Et il fait toute la scène en noir et blanc. Et moi, je regarde ce truc-là, c'était au moment où j'écrivais La Zone du dehors, et je me dis, mais qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi ça me touche? Pourquoi je trouve ça génial, quoi? Et en fait, tu te rends compte que c'est un mécanisme de distanciation, c'est-à-dire que tu n'es plus dans l'hémoglobine, tu n'es plus dans le jaillissement de la couleur, du meurtre, du sang qui machin. Ça te met à distance, ça te permet du coup d'aller très très loin dans l'acceptation de l'horreur parce que justement, tu as mis juste la bonne distance. Et aussi parce qu'au moment où a lieu le meurtre et que je passe au noir et blanc, j'ai le sentiment de quelque chose qui est déjà dans l'histoire, qui entre déjà dans l'histoire. Voilà. C'est comme si on me montrait déjà une image d'archive, alors que ça se passe en temps réel. Et je me suis dit, cette idée est géniale, comment moi je pourrais l'utiliser en roman? Voilà. Et j'ai cherché l'idée de roman qui correspondait à cette idée de cinéma, et j'étais obligé de complètement réinventer. C'est pour vous donner l'exemple de ce que ça veut dire une idée de roman par rapport à une idée de cinéma. Et en fait, j'ai fait quelque chose dans une scène comme ça de La Zone du dehors, où je commence la narration au présent. La narration au présent, ça correspond à l'image couleur, en fait, en quelque sorte. Et je bosselle la narration avec de l'imparfait du passé simple, et je remonte au présent, et je bosselle comme ça. C'est-à-dire que la phrase démarre, tu es au présent indicatif, tu passes à l'imparfait, tu remontes au présent, tu repasses... Et toute la scène, si vous regardez, c'est l'assaut de la tour télé, toute la scène est construite avec des décrochages sur l'imparfait, le passé simple et des remontées au présent. Et chaque fois que tu remontes au présent, tu as une sorte de poussée comme ça, de sève, d'urgence, d'action. Et chaque fois que tu passes à l'imparfait, tu as l'impression que tu passes dans l'épique, tu passes déjà dans l'histoire. Et en jouant sur ce truc-là, tu reconstruis ce que j'avais trouvé dans Tueur né, cette dimension à la fois épique et ce surgissement très fort, très intense du présent. Voilà. Et c'est ça, adapter. Voilà, c'est trouver l'idée qui correspond à ton médium. Donc moi, je dis aux gens, quand ils adaptent mes œuvres, je leur dis, mais trahissez-moi en trouvant la bonne idée, l'idée vouée au médium dont vous avez besoin. Voilà. Alors, on passe à l'immersif. Qu'est-ce que peut un média immersif en particulier? Donc là, on va pouvoir en discuter si vous travaillez vraiment, vraiment là-dessus. Moi, j'essaie de dire juste une chose que j'ai compris, parce que je suis un absolu débutant sur ces médiums. La réalité augmentée, ce qui m'intéresse et ce que je trouve très fort, c'est qu'elle joue sur les fusions de niveaux de réalité et les confusions de ces niveaux de réalité. C'est-à-dire que tu es dans un réel qui est très familier, tu peux prendre ton smartphone et tu es chez toi, et tout d'un coup, à travers le smartphone, tu vois quelque chose de plus. Donc tu vois une couche de réalité qui s'est rajoutée à ta réalité, à toi. Et donc, si moi j'investis ce médium, si j'essaye d'en faire quelque chose, si jamais demain je fais autre chose que moi, ce qui m'intéresserait, c'est de jouer sur cette confusion des réalités. Me dire, c'est là qu'est la clé de quelque chose d'intéressant en termes d'imaginaire. Voilà. Il faut que je joue avec ça. Si par exemple, je me dis, je vais faire de la réalité sur les furtifs, je me dis, si je me mets en mode selfie avec mon smartphone et que quand je fais ça, je vois ma gueule et que derrière moi, je vois un furtif qui passe et que je me retourne et que je vois rien, je mets en place une fiction dans laquelle les furtifs existent, mais ils sont tellement rapides que quand je me retourne, quand je regarde dans l'angle mort, je ne les vois pas. Et là, voilà, j'arrive à ancrer quelque chose, une cohérence d'univers, quelque chose de fort qui va pouvoir développer un truc. Voilà. Donc je jouerai sur des niveaux de réalité, par exemple, de cet ordre-là. Ça, c'est ce que peut le médium. Voilà. Donc après, on parlera de Moa, justement, de comment on l'a utilisé et encore différemment. Autre chose, sur la VR, moi, j'étais président de la commission Nouvelles Technologies au CNC pendant 4 ans, donc j'ai vu passer pas mal de projets de VR aussi. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est que le médium t'apporte des choses auxquelles tu t'attends absolument pas. C'est-à-dire que c'est pas du tout le wow effect, c'est pas du tout le côté soi-disant immersif de la VR. Moi, je trouve que ce côté immersif nous est vendu et qu'il est complètement faux.
C'est-à-dire que en plus, moi j'ai des lunettes, donc tu vois les pixels en gros. C'est-à-dire que la reconstitution de la réalité, elle est relativement faible, elle est beaucoup moins forte que n'importe quel écran 2D. Le cerveau contre-effectue très très vite l'illusion. Donc vouloir jouer sur l'illusion et vouloir faire croire qu'on est immergé, je suis désolé, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas comme ça. Par contre, moi j'avais essayé d'expériences extrêmement simples où un coup, je mets le casque, je m'assois comme ça, et j'étais dans une yourte. Donc déjà, intelligence de la yourte parce que c'est un espace circulaire et qui correspond très bien à la VR. Et tout d'un coup, je suis là dans cette yourte, je vois quelqu'un qui fait le thé, machin. Et je ne sais pas pourquoi, il m'avait mis juste dans l'angle comme ça, mais à peine en lisière de vision. Et je me tourne et j'avais quelqu'un qui me regardait, exactement comme le photographe là, tu vois, c'est le même genre de truc. Et qui juste me regardait. Et c'est même hauteur, même dimension, même truc. Et là, tout d'un coup, il y a un espace qui s'est créé, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que quelqu'un dans mon champ, et j'ai eu l'altérité. Voilà, j'ai eu l'autre, j'ai eu le visage de l'autre, j'ai eu la reconnaissance de l'autre, j'ai eu un échange de regards. Et tout d'un coup, tout s'est mis à exister. Et je ne m'attendais pas à ça, quoi. Je ne m'attendais pas à ce que la VR puisse faire ça. Et quand tu chopes ça, tu te dis, ah, là, j'ai quelque chose que ce média peut, et il faut que j'utilise ce truc-là. Tu vois, il faut que j'essaie de m'appuyer. Donc, des fois, c'est complètement contre-intuitif. Hein. Ce n'est pas du tout ce qu'on aurait pu croire que le médium allait être capable de faire. Après, juste un petit détail, je vais là-dessus. Moi, il y a deux choses qui m'avaient... Enfin, il y a un jeu qui est fait par Red Corner, là, qui est ce soir, que j'ai adoré, de Marc-Antoine Mathieu, qui s'appelle Sens, où c'est l'univers de BD de Marc-Antoine Mathieu, donc c'est que du graphisme, hein, en niveau de gris. Et il y a une façon de jouer sur l'espace ouvert et fermé, et sur le fait de descendre et de monter qui est incroyable. C'est-à-dire que tu te rends compte que ce médium est extrêmement puissant pour te faire sentir l'oppression d'un espace fermé, et pour ensuite te redilater cet espace, de réouvrir. C'est-à-dire que ce côté diastole-systole dans l'espace est très opérant sur ce médium, tu vois. Et quand tu repères ça, tu te dis ça fait partie des mécaniques propres à ce médium et il faut l'utiliser. Pareil, le fait de descendre, il y a un moment où tu descends dans un ascenseur, dans une espèce de bunker, et tout d'un coup, à un autre moment, tu es sur un tapis volant et tu t'élèves. Et je te jure que la sensation de t'ancrer, de descendre, et la sensation tout d'un coup d'être libéré et de monter, elle est ultra puissante, bien plus qu'en 2D, etc. Et tu te dis, ah, voilà encore quelque chose qui est de l'ordre de la proprioception que peut ce médium. Et tu repères, voilà, tes créateurs, tu repères les grammaires, tu repères les possibilités du médium et tu vas essayer de les utiliser après. Voilà, donc je vous cite ça à la volée parce que c'est ce qui m'avait touché, mais il y a évidemment un milliard de trucs. Ok, vous avez lu le reste du machin, on va passer. Aussi, les fictions réussies, je trouve, c'est qu'elles exploitent les contraintes situationnelles du médium. C'est-à-dire que la VR, en fait, c'est hyper chiant parce que vous ne pouvez pas vraiment bouger, ou il y a peu de VR où tu peux bouger sans te cogner et sans faire des conneries. Donc quand tu joues la tête de Philippe Cadic, quand tu joues un mec qui est allongé et en train d'être opéré, quand tu joues un handicapé, etc., ben, tu es dans la même situation que du mec en VR. Donc ça marche. Donc la crédibilité, elle est beaucoup plus intense, quoi. Voilà. Et petit conseil aussi pour les créateurs, n'hésitez pas à jouer sur les bugs, les dysfonctionnements de la machine, les foirades, parce qu'essayer de jouer la réalité parfaite, ça ne marche pas et c'est pas crédible, parce que ces technologies, moi j'ai toujours dit, hein, la VR c'est une technologie bâtarde, c'est une technologie intermédiaire, c'est une technologie qui n'est pas finie, elle est trop lourde, elle est... ouais, c'est relou la VR, c'est vraiment relou, quoi. Et encore plus quand tu as des lunettes comme moi où tu as de la buée sans arrêt, etc. C'est un médium qui n'est pas fini, qui est mal fini, quoi. C'est fini à la piste, quoi. Je sais pas, c'est horrible. Non, mais sérieusement, moi je suis assez critique parce que ça permet beaucoup de choses, mais en même temps, la technologie est vraiment pas encore construite. Moi j'attends les disques rétiniens, j'attends des choses comme ça. Malgré tout, oui, je parle aussi de Seven Lives parce que s'il y avait un truc intéressant, c'est encore Red Connor qui a fait ça. Il n'y a pas que qui font des trucs géniaux, mais ils en font pas mal. C'est cette fiction faite par Sabrina Calvo et Yann Kounen, où vous êtes oppressé dans des situations d'harcèlement très fortes. Et quand vous réussissez à sortir de l'oppression, vous vous trouvez sur une plage très très grande ou en haut d'une montagne, etc. C'est-à-dire qu'il joue sur quelque chose d'extrêmement intrusif, d'extrêmement agressif que permet la VR. La VR est très forte pour te donner des sensations de malaise avec quelque chose qui entre dans ton espace intime et qui vient t'oppresser. Et quand tu fais ça et que tout d'un coup, la récompense, c'est d'ouvrir un espace, tu as ce côté diastole-systole aussi qui est très puissant. Donc je trouve que c'est très réussi Seven Lives pour ça, parce qu'ils ont compris intuitivement que c'était une possibilité du médium. Voilà, mais j'ai pas fini trop tard. Hein. On est bon là, non? Voilà. Bon, après, ça, je vous le passe vite fait. C'est pour vous montrer Remember Me, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'était. Voilà, quelques concept art. Paris 2084, hein, du coup. Paris avec le High Paris, le Mid Paris, le Low Paris, avec des bidonvilles. Voilà, je vous le passe vite fait. Les concept art étaient magnifiques, hein, avec l'Haussmannien augmenté, là, qui était
absolument génial. Ok, avec des persos, design, enfin tout était super beau. Bah, MOA, on va en parler. Ça va être cool. Les furtifs, je ne vous ai pas parlé du roman, on pourra en parler évidemment des possibilités du roman, parce que le roman, c'est pas simplement évidemment des phrases et des mots, c'est aussi de la typoésie, c'est aussi un travail sur la typographie, sur le rythme de la page, sur la ponctuation, donc c'est-à-dire la dimension graphique même des lettres et des mots véhicule des sensations et peut être intéressante. Là, je vous montre les glyphes d'Esther Zach, qui a travaillé avec moi sur ce roman. Et évidemment, bah, tout ce que j'ai fait sur l'univers sonore des furtifs, on en parlera. Phonophore, les fictions radiophoniques. Si ça vous intéresse, on va pouvoir en parler. Là, en ce moment, il y a un oratorio sur les furtifs aussi. 3 récitants et 8 musiciens. Ça, eh ben, il y a Fred Delias dans la salle. Peut-être qu'on en parlera aussi s'il veut répondre. Les furtifs, donc en art numérique et vivant, avec des choses extrêmement intéressantes dans le médium, l'utilisation du médium, où les comédiens sont filmés sur scène et ce qui est filmé est retransmis derrière eux, ici, sur une scène de café, et commenté par des réseaux sociaux, donc avec tout un jeu de recul spéculatif sur ce que ça apporte. Ce que je fais en concert, si vous voulez, on en parlera aussi, parce que c'est ce que je fais cet automne. Donc, quel est l'intérêt du live? Quel est l'intérêt d'oraliser ce que tu écris? Qu'est-ce que ça produit de différent? Qu'est-ce que permet le média musique et live par rapport à d'autres médias? La BD de la Horde, avec quelques images pour ceux qui ne l'ont pas vu, et le film d'animation de la Horde, très vidéogame en fait, hein, tel qu'il avait été fait. Voilà. Et après, j'aurais voulu vous parler de Mathieu Bablet, ce qu'il a sorti là, Carbone et Silicium, qui est un chef-d'œuvre, pour vous parler d'image temps, mais on n'a pas le temps, et puis ça suffit. Voilà. Bah, maintenant, je vais appeler Antoine. Donc Antoine va poser quelques questions pour lancer un peu la machine, et puis après, vous poserez les questions que vous avez envie de poser. Alors, on va s'asseoir. Merci Alain pour la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour ta concision et ton esprit de synthèse. On va reprendre un peu les éléments discutés là. Tu viens ? Ah, on va mettre ça, allez. Ok. On reste dans le trip. Moi, la première question que je voudrais te poser, c'était pour repartir donc, sur un peu le début de ta presse et notamment ce que tu disais sur les types d'imaginaire. Tu disais que l'imaginaire était on va dire un vecteur essentiel pour potentialiser l'émancipation, si je reprends tes termes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de tomber dans de la fiction morale en bien et mal, noir et blanc, un peu binaire, avec cette opposition entre émancipateur? Ouais, non, ça c'est un vrai risque très fort. Dans lequel d'ailleurs moi je tombe, hein. Enfin, c'est des choses que j'ai des fois mal faites, ou typiquement dans La Zone du dehors, mon premier roman, où il y a des moments ultra didactiques, ultra normatifs en fait, hein, c'est du contre-normatif, c'est-à-dire que c'est une autre norme qui est opposée à celle du capitalisme, mais c'est une norme quand même. On m'a reproché aussi sur les furtifs de donner une image des zadistes extrêmement positive et sans nuance, parce que des fois tu vas effectivement trop vite. Il y a ce risque-là. De toute façon, le propre des belles œuvres, des œuvres fortes, des œuvres vraiment émancipatrices, c'est qu'elles laissent la possibilité au lecteur de réfléchir. Et pour lui laisser la possibilité de réfléchir, il faut que tu aies des ennemis, des amis, des gens qui pensent comme les personnages principaux, mais des gens qui pensent autrement, et de montrer toute l'attention, toute la nuance, toute la finesse que possède le monde. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien la polyphonie aussi en narration, c'est que la polyphonie te permet de montrer la même réalité par des têtes différentes, des corps différents, comme dans La Horde. Quand c'est bien fait, quand c'est pas trop, parce que de la polyphonie peut être aussi assez monomaniaque, quoi. C'est finalement tous les personnages pensent la même chose. Mais par exemple dans La Horde, je trouve qu'il y a des moments vraiment réussis où les tensions internes entre un Golgoth, une Aoi, une Orochi, un Sov, un Pietro, où tu vois les perceptions et c'est pas les mêmes, elles sont divergentes, fait que tu fais circuler le lecteur à travers ses têtes, à travers ses narrateurs, et que tu forces la réflexion. Voilà. En tout cas, tu la forces même pas, mais tu amènes à la réflexion parce que ils n'ont pas la même vision du même événement, et donc comme tu n'es pas en narration centralisée et focalisation sur un seul narrateur, ça te permet ça. Mais il y a un vrai risque, bien sûr, hein, comme tout. Dès que tu essaies de prétendre porter des messages ou des valeurs, tu as toujours le risque de tomber dans ta propre normalisation, quoi. Ça, c'est, je trouve avec l'âge, c'est moins le cas. Voilà. Avec l'âge, tu deviens plus ouverte, plus tolérante, tu essaies moins d'imposer ton truc. Ouais. Tes personnages, ils sont toujours donc polyphoniques. Effectivement, il y a des points de vue différents dans tes romans. C'est un peu la marque de fabrique qu'on retrouve dans tes 3 romans.
Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt aussi de faire des personnages envers lesquels on ne voudrait pas du tout s'identifier, que ce soit des vrais salauds, des vraies ordures, des anti-héros complets? Ouais, là, moi, c'est ma limite un peu de création. Je suis assez mauvais pour faire des personnages négatifs. Enfin, en tout cas, négatifs pour moi dans mon esprit, parce que on en parlait, mais sur Golgoth, il y en a qui trouvent ce personnage extrêmement négatif. Pour moi, c'est un bloc de positivité, mais plein de gens le vivent autrement. Moi, j'ai du mal parce que comme je fais une polyphonie dans laquelle je m'exprime à la première personne, chaque personnage, je rentre dedans et j'arrive pas à rentrer dans un personnage quand il est trop opposé à ce que moi je ressens et envie de porter et considère comme positif. Donc, comme j'arrive pas à le faire, j'ai du mal avec les ennemis, j'ai du mal avec les personnages négatifs. Et la grosse difficulté, c'est de trouver comment endosser un personnage négatif pour que moi-même j'ai un vecteur d'attachement à lui et que j'ai envie de le développer. Voilà. Et des fois, dans mes bouquins, j'ai abandonné les personnages négatifs parce que j'arrive pas à les porter. Ouais. Mais c'est difficile, hein, je sais pas comment font les autres gens, ouais. Enfin les autres créateurs. Moi, j'ai du mal à faire. Ouais. Ça rejoint un peu la prototopie avec l'idée que les personnages sont des prototypes de réaction ou de réflexion sur des sujets donnés et qu'il faut les incarner pour voir comment ça peut dissonner entre les personnages. Ouais, bien sûr, il faut les incarner avec ta schizophrénie personnelle, quoi. C'est-à-dire que moi je dis polyphrénie parce que t'as plusieurs frênes. Frêne, c'est l'esprit, quoi. T'as plusieurs esprits en toi, t'as plusieurs types d'âmes, t'as plusieurs types d'affects, et il faut être capable d'utiliser ces affects de façon dissonante, quoi. C'est-à-dire que moi sur la Horde, ce que j'avais bien réussi, c'est que quand j'étais vraiment vénère, énervé, dans une sorte de colère, je faisais du Golgoth, quoi. Voilà. Et j'arrivais à choper cet affect et blam, à partir sur le Golgoth. Quand j'étais dans la nostalgie, c'est souvent le soir après les randonnées, j'étais dans une sorte de mélancolie, de nostalgie, t'es écrit seul, t'es loin, t'es en Corse, machin. Je rentrais dans cette espèce de mood mélancolique et là je faisais du AOI, tu vois. Et ça me permettait de rentrer dans les AOI très bien, tu vois. Et à d'autres moments, j'étais plus sur la recherche intellectuelle et je faisais du Orochi, tu vois. Et c'est plus en utilisant cette espèce de polyphrénie intérieure que tu arrives à dissocier. Mais par contre, aller chercher le mal en toi ou le négatif en toi, il y en a qui le font très bien. Moi, je ne suis pas très bon là-dessus. Voilà, j'ai un copain qui me disait, philosophe, il me disait, toi, tu as un problème avec le mal, tu sais pas, voilà, tu n'arrives pas à utiliser le mal, quoi. Voilà. C'est vrai, je le fais, je sais pas. C'est une psychanalyse qu'il me faut là. Désolé. Du coup, ça revient un petit peu aussi sur ce que tu disais sur la dystopie et l'utopie, le fait qu'il y a des imaginaires dominants très, très positifs ou très négatifs, et que tu préfères te situer un peu entre les deux pour les explorer dans leur complexité et être un peu moins binaire aussi. Tu nous parles du hop punk. Ouais, mais ça, c'est vrai que c'est pour ça que prototypie, c'est vachement bien, parce que c'est la complexité du monde. Si aujourd'hui, imaginons que je suis en 1950 et que j'imagine le monde d'aujourd'hui, tu vois, avec cet effondrement hallucinant, ce pillage exhaustif des ressources de la planète, l'accroissement des températures, l'échauffement climatique, les migrants climatiques qui risquent d'arriver, etc. Et en même temps, cette espèce de merveilleux monde de la technologie quotidienne, le smartphone, les capacités d'émancipation qu'apporte le smartphone, notamment culturellement, la consommation culturelle disponible à tous, à chaque instant, toutes les musiques, tous les films, toutes les informations. Comment tu qualifierais ce monde, quoi, tu vois, vu de quelqu'un de 1950 ou 1930? C'est une utopie, c'est une dystopie? Bah, c'est un peu des deux, quoi, tu vois. C'est un monde qui tient ensemble et qui entrelace extrêmement finement ces dimensions-là, quoi. Et du coup, tu te dis, bah, c'est ça que tu dois être capable de faire si tu imagines 2040, 2060, 2100. Si tu es auteur de SF, tu dois essayer d'atteindre le même niveau de complexité et d'entrelac qu'est notre monde aujourd'hui. Donc c'est vrai que le terme, mais même moi je me suis laissé piéger là-dedans, les termes dystopie, utopie, ne sont pas très bons, quoi, en fait. Sont beaucoup trop binaires pour témoigner de ça. Il faut faire de la proto-utopie, ouais, je pense que c'est vraiment ça. Ouais. Alors, tu évoquais à l'instant le smartphone et ses possibilités, donc on peut peut-être passer pour parler un peu des médias artistiques ou d'expression de manière générale. Chacun a sa puissance, ses dimensions propres, t'en parlais. Est-ce que pour toi tout se vaut en termes de médias? Est-ce que tout est intéressant ou tu as des préférences? Non, bien sûr, j'ai des préférences. Moi, je trouve qu'il y a des médiums qui sont beaucoup plus ouvrants, voilà, et d'autres qui sont beaucoup plus fermants. Moi j'essaie de me poser toujours la question. Les gens, des fois, ils comprennent pas. Ils me disent, ouais, mais vous êtes technophobe, machin. Bon, évidemment, je suis pas technophobe. Je bouffe de la techno toute la journée. J'en utilise toute la journée. Je suis technocritique, ça c'est très, très clair. C'est-à-dire que j'essaie d'analyser critiquement ce que ces médiums nous apportent et nous font. Mais il y a clairement un art de vivre avec la technologie qu'il faut trouver, qu'il faut inventer. Or,
Enfin, les mutations technologiques ont été tellement vite. Je veux dire, moi, je suis de la génération où Internet est arrivé, j'avais 20 ans, quoi. Donc, j'ai connu l'ancien monde et le nouveau. Ça a été tellement vite. Il y a tellement eu pas d'éducation numérique. On s'est tellement construit dans l'immédiateté de cette vague qu'aujourd'hui, il faut se poser la question épicurienne, presque de dire quel est l'art de vivre avec la technologie qu'on veut mettre en place. Quels sont les désirs vains superflus? Quels sont les désirs naturels et intéressants? Et est-ce que ces technologies nous ouvrent le monde ou nous les ferment? Et sur chaque technologie qui arrive, quoi, tu vois. Quand tu prends un GPS, tu te dis, tiens, la technologie GPS, qu'est-ce que ça me permet? Qu'est-ce que ça m'ouvre? Ben, ça m'ouvre le fait d'aller dans n'importe quelle ville sans connaître la ville et de circuler et d'aller à un point donné. Ok. Qu'est-ce que ça me ferme? Et là, tu rates ta puissance intérieure, tu te rends compte que tu ne spatialises plus, que tu mémorises plus les villes, que tu fais plus gaffe à ce que tu vois, que tu suis une IA qui te dit où aller, etc. Et que progressivement, toutes les dimensions de spatialisation, d'intégration d'une ville, de mémorisation organique de la ville, tu les perds, tu vois. Donc, à toi de faire le choix. Tu vois, il y a des gens qui vont pas les perdre, qui vont dire, mais non, mais moi, je les perds pas. Et ils ont raison, eux, ils les perdent pas. Moi, ça me les fait perdre, tu vois. Donc, j'arbitre, quoi, tu vois. Sur le smartphone, moi, j'utilise pas de smartphone, j'ai toujours refusé le smartphone. Pourquoi? Parce que ça fermait ce rapport fondamental que j'ai besoin d'avoir avec la ville, avec les gens, d'avoir toujours la tête levée et de prendre et d'éponger. Parce que je suis un artiste, j'ai besoin d'éponger le monde, j'ai besoin de voir comment les gens se comportent, agissent, etc. Donc, j'ai besoin d'avoir des modes d'attention extrêmement ouverts. Et si je suis sur smartphone, je suis comme tout le monde, je suis hyper addictif et je vais pas regarder. Donc ça va me fermer un certain rapport. Mais pour d'autres, c'est différent. Pour d'autres, le smartphone est une ouverture, quoi, tu vois. Donc ça se juge individuellement et ça se juge après sur la techno elle-même. Toujours avec ce critère que moi j'utilise, c'est oui, ça nous donne du pouvoir, ça nous fait faire des choses, ça nous permet de faire faire à des machines des choses, ça externalise nos capacités. Mais qu'est-ce qu'on y perd ou qu'est-ce que ça modifie en termes de puissance? C'est-à-dire en capacité immédiate et directe de faire les choses, d'imaginer les choses par nous-mêmes. Voilà. Et très souvent, la courbe de pouvoir augmente et on nous vend du pouvoir sans essayer de nous faire voir ou nous faire comprendre ce qu'on est en train de perdre aussi en termes de puissance et quelle dévitalisation aussi ça peut faire advenir. Mais c'est très complexe, tu vois, tu as des logiciels de création musicale qui ont permis des choses extraordinaires, quoi, tu vois, qui ont boosté incroyablement la créativité musicale même des amateurs, quoi. Et tu peux pas dire que ces médiums ne sont pas émancipateurs. Bien sûr, ils le sont, quoi, tu vois. Mais après, moi, je peux opérer des choix qui sont à la fois perso et des fois collectifs. Ouais. D'un point de vue artistique, tu as une préférence assez marquée pour le sonore, plus que pour le visuel. Tu nous parles de ton rapport au son, qu'on voit dans les furtifs d'ailleurs pas mal. Ouais, moi c'est vraiment lié à un rapport au pouvoir. J'ai le sentiment qu'il y a une optimisation par les pouvoirs typiquement médiatiques, typiquement publicitaires, de l'image et de ce que l'image peut faire sur un esprit, sur un cerveau humain. À quel point une image animée ou fixe peut conduire des conduites, quoi, pour parler comme Foucault, c'est-à-dire peut nous pousser à faire telle ou telle chose. Donc je trouve que c'est un secteur qui a été extraordinairement investi, l'image, même le festival, vous voyez, il s'appelle New Images, quoi, tu vois, pourquoi New Images alors que c'est de l'immersif, alors que c'est du physique, alors qu'il n'y a pas que de l'image, il y a du son aussi. Et pourtant, on est encore à dire New Images, quoi, tu vois, moi je lance un appel aux créateurs du festival, mais je ne trouve pas que le terme soit adéquat et même bon, quoi. Et moi, je considère à l'inverse que le son a une vertu fondamentale, c'est qu'il te permet de fabriquer toi-même tes images. Voilà. L'image n'étant pas imposée, tu es obligé de faire un effort cognitif pour, à partir des sons qu'on t'envoie, former la scène, former les personnages à partir d'une voix, imaginer à quel personnage correspond cette voix, où on est, et tu formes de l'image. Tu formes de l'image, tu fabriques de l'image. Et fabriquer de l'image, c'est ça l'imaginaire. Voilà, c'est ça l'imagination. C'est la capacité interne et propre à chacun à fabriquer de l'image. Et c'est pour ça que j'adore les fictions radiophoniques, c'est pour ça que j'adore le travail sonore, c'est pour ça que j'adore aussi la scène, c'est que je vais sur scène, on a des vidéos quasiment totalement elliptiques et abstraites, et les gens, il y en a, je les vois fermer les yeux, et j'aime bien quand ils ferment les yeux. C'est-à-dire que tout l'imaginaire des furtifs monte uniquement par la voix, par le son, et je vois les gens travailler, et je vois les gens former les images, et chacun a la sienne. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Je trouve ça plus émancipant. Donc voilà, ma conception, elle est... alors c'est pareil, c'est binaire, hein, c'est pas si simple que ça. Il y a évidemment du cinéma qui, avec une image, te crée des imaginaires, bien sûr. Mais je trouve que dans le flot d'images complètement sale, mal filmé, mal cadré, dans lequel on vit aussi, hein, parce que c'est ça YouTube, et ben ça fait écran l'imaginaire, voilà, au lieu de le porter. Alors que le son a toujours cette force de porter les images, ouais. En termes d'imaginaire et de réalité de fiction que tu apportes en tant qu'auteur, est-ce que tu es plutôt d'avis qu'il faut imposer entre guillemets une réalité aux personnes qui vont se confronter à ton imaginaire, ou leur permettre de co-construire, d'apporter quelque chose? Ouais, c'est hyper complexe, hein. On peut en parler sur Moa, parce que je trouve que ça traite vraiment de ce problème-là. Moi, je
J'aime beaucoup ce que dit Marie Blondiot, mais elle va nous en parler directement. Elle dit la réalité est une négociation, la réalité est une convention. Et quand tu peux la co-construire avec d'autres de façon la plus démocratique possible, quand la réalité n'est pas imposée, quand elle n'est pas normative, mais qu'elle résulte, si tu veux, de la confrontation de différents imaginaires, de la confrontation de différents rapports, alors tu as un mode de réalité qui est intéressant. Je pense que c'est vraiment une piste. C'est vraiment une piste. C'est très difficile à faire, je pense. C'est très difficile à bien faire. On le voit sur moi, c'est-à-dire qu'on est sur une conduite narrative qui est quand même assez assertive, que tu es obligé de suivre. Il y a peu d'interactivité. On a de la narration, donc on a l'ouverture d'un imaginaire et d'une pratique, mais en même temps, on n'a pas encore l'ouverture de champ où on pourrait co-construire la réalité ensemble, ou la manipuler, etc. C'est une étape supplémentaire, mais moi je trouve que c'est la force que ça peut avoir. Certains univers le permettent. Des fois, les MMORPG le permettent, où voilà, tu as un aspect bac à sable où tu vas construire ensemble des univers, les prolonger. Tu vois, Minecraft permet ce genre de trucs, machin. C'est intéressant, moi je trouve, voilà. Mais la réalité, souvent, elle est imposée par un créateur. Voilà. Si on prend tes romans, on en a deux qui s'inscrivent dans la réalité assez proche, reconnaissable de notre monde actuel, et un, La Horde du Contrevent, qui s'inscrit dans un monde complètement nouveau. En termes d'imaginaire, est-ce que si la réalité est produite, tu es plutôt pour t'insérer dans le réel, pour le hacker, ou plutôt créer complètement différent? Plutôt réforme ou révolution, finalement? Ben, les deux, en fait. Moi, je trouve que j'aime bien La Horde au sens où c'est un putain de livre univers total, quoi. C'est-à-dire que c'est sorti ex nihilo, tout est réinventé, toute la logique est réinventée autour du vent, c'est une cosmogonie du vent, donc la faune, la flore, l'architecture, les personnages, et surtout la spiritualité, la philosophie sont articulés autour du vent, donc tu fais sortir vraiment un monde de terre entièrement, et tu jettes les gens dedans. C'est la force de ces types de livres. Et la Horde n'est pas spécifiquement politique au sens classique, même si elle véhicule beaucoup de choses sur le lien et le vivre ensemble. Alors qu'effectivement, la Zone du Dehors et les Furtifs sont vraiment référés en effet miroir à la société. Moi, j'alterne les deux. Tu vois, là, par exemple, sur le 4e roman, je pense que je vais revenir à quelque chose de plus ex nihilo. Tu vois, j'ai pas envie de refaire une énième torsion du réel, un énième effet Black Mirror du réel. Tu vois, j'ai envie de repartir dans le poétique, dans l'univers ex nihilo. Ouais. Mais c'est des alternances intérieures. Je pense que les deux sont utiles, quoi. Mais là, t'en dis trop ou pas assez, alors, le 4e roman? Non, mais non, mais je peux rien dire là. Ok. Bon, du coup, je t'offre un échappatoire. Comme tu parlais brièvement de Carbone et Silicium, Mathieu Bablé, est-ce que tu veux nous en dire deux mots et conseiller peut-être d'autres autrices et auteurs qui réussissent cet alliage incandescent? Ouais, Mathieu, c'est extraordinaire, mais bon, c'est toujours pareil. C'est des gens qui mettent 3 ans à faire leur BD. Mathieu, c'est une BD de 280 planches, quand même. C'est absolument colossal. C'est l'histoire d'amour entre deux robots, deux IA. Attends, je vous remonte les images. Je vous le conseille, absolument. On va le revoir juste. Là, je vous montre un peu Ce qui est extraordinaire, c'est que, justement, on revient aux médias, force d'un média. Je fais un petit aparté sur la BD, sur ma vision, moi, de la BD. Que ce soit le manga ou la BD franco-belge, il y a eu toute une espèce de tropisme, je trouve, dans les années actuelles, où la BD, et c'est vraiment venu du manga, hein, la BD essaye d'optimiser l'image-action, ce que Deleuze appelle l'image-action, c'est-à-dire des enchaînements de cases qui vont maximiser la capacité de l'esprit à générer une action extrêmement rapide, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que la force de la BD, c'est que c'est très elliptique. Vous savez, tout est dans le caniveau, c'est-à-dire qu'entre deux cases, il y a ce trait blanc qui s'appelle le caniveau. Et le caniveau te permet mentalement de faire les livres. C'est-à-dire d'une case à l'autre, c'est toi qui refais toutes les images intermédiaires. Et quand tu composes bien une page, quand tu as la faculté à articuler la page spatialement de façon très, très intelligente, tu peux faire de l'image-action super speed, avec beaucoup d'ellipses, avec beaucoup de rapidité. Et je trouve qu'il y a eu une espèce de combat ou de concours presque interne d'essayer de maximiser cette image-action. Et lui, Mathieu, il fait quelque chose de très différent à des moments. Il sait faire de l'image-action, mais il fait de l'image-temps, vraiment au sens où Deleuze le pose. C'est-à-dire que des images où quand tu t'arrêtes dessus, tout d'un coup, tu as l'impression que le temps s'arrête et qu'il se dilate. Voilà, tu regardes l'image et tout d'un coup, tu as une situation, tu as des enjeux, tu as un monde qui se dilate et ça t'arrête le temps. Tu as cette sensation physique que le temps s'arrête et se déploie. Ça, c'est très rare de le réussir en BD. L'inverse de ça, c'est Tintin, où tu as sans arrêt des bulles et sans arrêt de l'image-action. Et lui, il t'arrête à plein de moments, et il a le temps parce qu'il y a 280 planches, et il le fait, et c'est juste magnifique. Donc,
tu suis une histoire et à des moments, tout d'un coup, ça t'ouvre. Et c'est l'image-temps qui ancre la mémoire, pour moi, hein, en tout cas. Quand tu as la capacité à produire une image-temps, tu produis de la mémoire brute, quoi, pure, quoi. Et c'est ce qu'il arrive à faire. Voilà, il est jeune, enfin, moi je suis très impressionné par ce qu'il fait, je suis très impressionné par cette BD, à la fois graphiquement et sur le travail de la spatialisation. Et pareil, sur l'espace, il a une faculté à jamais fermer l'espace. C'est quelqu'un qui, toutes ses cases sont ouvertes et elles fuient, quoi. Voilà, il y a quelque chose qui fuit dans son travail, donc c'est génial. Mais voilà, c'est quelqu'un qui utilise son média d'une façon... il y a une potentialité d'image-temps dans la BD qui est généralement sous-estimée ou sous-utilisée, et lui, il l'a investi. Voilà, donc c'est... Pourquoi je me lève, je ne sais pas. On peut peut-être laisser les questions du coup. On va peut-être parler de Moa, puis après, après on fait après on ouvre. On va appeler donc l'équipe de Moa pour nous rejoindre pour parler de l'appli. C'est cool. Désolée pour toutes les personnes qui faisaient partie des journées professionnelles et qui ont entendu parler de MOA beaucoup trop. On a fait un case study, on a gagné un prix. On est réintervenu, je ne sais plus quand. Voilà, désolé, on vous bombarde trop d'informations sur MOA. Déjà, félicitations pour le prix. Merci. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter, faire un petit tour de table rapide pour qu'on vous situe? Bonjour, non, oui, c'est bon. Je m'appelle Charles Ayat, je suis designer interactif et auteur sur des projets divers et variés, mais plutôt immersifs, interactifs et participatifs. Et moi, je suis Monsieur Dusson, donc je suis Franck Weber et je fabrique du son non linéaire, c'est-à-dire plutôt pour des expériences interactives. Voilà, et je suis directeur sonore du projet MOA. Du coup, tu places bien ton micro sur la bouche. Tu as vu comment j'ai une sorte de geste. Le mec, il sait faire. Voilà, et on travaille tous les deux sur le geste finalement. Souvent. Voilà. Et Marie Blondiot, je suis productrice chez Red Corner et heureuse productrice de MOA, avec laquelle on a eu la chance de réunir une équipe assez formidable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la particularité? Donc on parlait de l'ontologie des médias d'expression finalement artistique. Qu'est-ce que c'est l'ontologie particulière d'un média en AR? Qu'est-ce que ça implique? C'est pas facile. Alain, tu es concerné aussi par les questions, si tu veux répondre. Non, peut-être que je peux juste raconter, pour les gens qui n'auraient pas testé MOA ou qui n'auraient pas entendu parler de MOA ces 3 derniers jours, c'est que MOA, c'est une expérience en réalité augmentée, c'est-à-dire ce sont des éléments visuels qui viennent se surimposer sur votre réalité, la réalité qui vous entoure. Donc vous avez un smartphone, l'expérience dure 20 minutes, vous tournez autour de vous pour découvrir la ville de 2040 telle qu'elle existe dans Les Furtifs. Vous allez être conduit par une intelligence artificielle qui est un peu le fil de l'expérience, avec qui vous allez construire un petit chemin émotionnel, narratif. La question qu'on vous pose, c'est jusqu'où vous allez aller avec cette intelligence artificielle qui a cette particularité de ne jamais vous imposer quoi que ce soit, de vous proposer des choses extrêmement gentiment et qui peut vous amener globalement au pire. Voilà, ça c'est l'expérience. Maintenant, sur l'ontologie de... Et attends, Marie, est-ce qu'on peut montrer la petite vidéo en régie qui dure une petite minute, mais qui va nous faire gagner du temps Pour réfléchir. Pour la qualité de l'air, l'indice Forecast frôle le 6. Ça reste respirable. Sache que les restaurants de la zone standard sont complets à 76% ces 3 prochaines heures. J'ai pré-réservé un menu à moins de 1000 calories pour t'éviter les tentations. S'il te plaît. Voilà une proposition de Sportacus. Pour tout pass Makeover Gold 3 mois, il te propose 5 points crédités tout de suite sur ton forfait. Vas-y, prends. Oui, c'est court. Ça répond pas à la question. Mais, du coup, peut-être une autre question, peut-être un peu moins... Non. La question m'intéresse beaucoup. Ah, vas-y. Donc du coup, bon, même si je fais le son, j'en profite pour un peu. C'est une grosse question en fait. C'est la première et principale question qu'on se pose, je crois en général même, quand on arrive sur des formats comme ça. Comment est-ce qu'on fait? Et au niveau du son, évidemment, dans les réalités augmentées, qu'est-ce que c'est que du son augmenté? Donc ça, évidemment, c'est la question centrale. Et on a commencé à utiliser le microphone. Et donc, en fait, en commençant à utiliser le microphone, on s'est rendu compte qu'on avait évidemment des solutions intéressantes pour augmenter les sons qui étaient dans l'environnement des gens et dans les paysages autour d'eux, réinjecter du son du micro à l'intérieur
de la fiction, à des moments où on le souhaite ou pas d'ailleurs, laisser les gens avec cet outil de pouvoir écouter leur paysage sonore, et du coup aussi travailler sur la question qui est centrale, je trouve, sur cette des couches, tu parlais de ces couches, comment est-ce qu'on fait revenir une couche de réalité à l'intérieur d'une autre, comment est-ce qu'on fait revenir la réalité des gens à travers leur propre espace sonore, et comment est-ce qu'on travaille autour de ça. Ça, c'est vraiment une question qui est fondamentale, je crois, pour nous, et qui permettait du coup d'atteindre un peu le niveau de radicalité aussi qu'on voulait avoir dans l'adaptation critique, en faisant finalement presque sortir les gens d'une expérience qui était linéaire vers quelque chose qui était vraiment voilà. Je crois que ça, c'est l'arrivée du microphone, en fait, elle permet d'une certaine manière un paradoxe. Elle permet, dans l'application, de libérer finalement le joueur de l'emprise de l'IA. Mais le paradoxe, c'est qu'évidemment, pour pouvoir le faire, on doit demander l'autorisation au joueur d'utiliser son micro. Donc, on va aller chercher un peu plus d'accès pour essayer justement derrière de libérer. Et on vient... voilà, en fait, ma phrase était terminée. Et pour rester sur l'ontologie de la R, c'est vraiment de la recherche et développement, c'est de l'empirisme. Donc, c'est des choses que nous, on a découvert petit à petit, progressivement. Et sur les projets souvent interactifs, on a besoin d'itérer, donc de commencer très rapidement avec du fonctionnel et de voir comment il réagit, comment les gens s'en emparent. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de bêta-tests, faire tester énormément de public pour voir, pour qu'ils testent et pour qu'ils nous fassent des retours et que nous, on ait comme ça un petit ping-pong dans la conception. Donc il y a ce côté un peu co-conception, mais... et qui avance si vous regardez le case study de MOA qui est en ligne sur le site de New Images, on vous racontera comment on a au début essayé de faire l'appli du futur avec les vraies fonctionnalités que décrit Alain dans le roman. Et puis on s'est aperçu, non pas que c'était pas impossible, mais notre pari étant d'être accessible au plus grand nombre, et ça on y reviendra, mais on essayait de rendre l'expérience accessible au plus grand nombre. Il nous a fallu restreindre le plus possible le champ fonctionnel, mais surtout ça nous empêchait de raconter une histoire. C'est-à-dire que si on avait fait l'appli du futur, globalement, on n'aurait pas développé de récit. Or, ce qui nous intéressait le plus, et c'est ce que tu disais au sujet des personnages, c'est que l'IA qui nous parle, et la grande différence avec la réalité d'aujourd'hui, et c'est vraiment pas grand-chose, 2040 c'est vraiment bientôt, c'est cette IA qui a centralisé tous les aspects de votre vie et qui développe un rapport émotionnel avec vous. Elle fait un petit peu semblant de vous gronder, elle vous dit mais ça il y a 2 jours, souviens-toi, elle prend en charge votre vie affective, souviens-toi, le père de Machine est mort il y a 5 ans, je lui ai écrit une petite lettre, ne t'en fais pas. Et tous ces éléments de récit qui faisaient qu'il y avait un personnage et donc une réaction de l'utilisateur à elle, c'était ça qui nous intéressait le plus et ça nous a fait un peu renoncer à l'appli du futur et à uniquement ses fonctionnalités. Voilà un petit aperçu de l'ontologie de la réalité augmentée. Un élément central dans ce type d'application, et dans moi en particulier, c'est que le personnage principal, c'est la joueuse ou le joueur qui devient le personnage interne de la fiction. Alors bien sûr, il y a cette IA qui lui parle. Qu'est-ce que ça implique en termes de design ou en termes de jeu par rapport à un jeu vidéo où on va bouger un avatar? Là, l'avatar, c'est soi-même finalement. Non, c'est la même chose qu'un jeu vidéo. Donc on a un avatar qu'on ne voit pas, mais ça change peu de choses par rapport au jeu vidéo. À ceci près qu'on met des référents, mais ça je pense que il y a vraiment une conjonction d'écriture. On a dû réadapter pas mal de conventions par rapport à la littérature, mais je pense que dans ce qu'écrit Alain, il y a... Alain, par exemple, vient de faire cette conférence à la 2e personne, enfin en parlant à une 2e personne, à un tu. De la même manière, il y a des descriptions de MOA, My Own Assistant, qui sont mis à la 3e personne. Ils parlent d'eux qui utilisent leur assistant personnel et il arrive à adresser et à proposer un récit très personnel, très intime, avec une 2e ou une 3e personne. Nous, on a fait un petit peu pareil, c'est qu'en fait, on a dû travailler sur des référents qui étaient à peu près acceptables pour tout le monde, en le mettant dans un dialogue à la 2e personne avec une intelligence artificielle. On a réadapté pas mal de choses de ce type-là. Et non genré. On a essayé d'adapter le texte pour s'adresser au plus grand nombre. Ok. Moi, ce que j'ai ressenti personnellement sur le test de MOA, c'est que vous preniez un malin plaisir à utiliser un peu les armes de l'ennemi, c'est-à-dire les applis GAFA, etc., qui
manipulent notre quotidien, reprenant donc le roman d'Alain, Les Furtifs, pour tenter d'un peu le hacker et refaire les mêmes logiques pour apporter un message finalement. Est-ce que j'avais raison de croire ce malin plaisir ? Oui, et c'est quelque chose qui est arrivé à peu près au milieu de la conception, où on cherchait comme ça un petit peu c'était quoi le corps de la chose, et on avait un peu de mal à choper Alain parce qu'il était sur la fin du bouquin, sur les derniers chapitres, et il nous glissait un peu entre les doigts. Et un jour, il est venu, on a passé une journée avec lui, et à un moment, il a dit non, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on chope un maximum de data et qu'on les recrache à la gueule de l'utilisateur, quoi. Et là, on s'est dit ah ouais, ok, on va essayer de faire ça. Mais le malin plaisir, je pense que malgré tout, on n'a pas construit pour ça. Il y a une alternative proposée à l'intérieur de cette expérience, et ça n'est pas, pour le coup, un Black Mirror qui décrit dans son histoire une histoire de A à Z qui développe un récit d'un futur qu'on ne veut pas, ou d'une réalité qu'on ne veut pas. Ce qu'on a essayé de mettre à l'intérieur de cette expérience immersive, et c'est précisément pour ça qu'on l'a voulu immersive, c'est de retourner et de proposer une alternative qu'on ne peut pas complètement spoiler là maintenant, mais elle existe. Voilà. En tout cas, télécharger l'appli pour connaître donc l'alternative. Il y a un dosage qui est assez subtil aussi entre les remarques crédibles et même actuelles de l'IA et de l'appli envers l'utilisateur ou l'utilisatrice, et puis le côté complètement outrancier de certaines choses qui dépassent vraiment les bornes. Comment ce dosage, vous l'avez géré? Comment est-ce que vous avez décidé de le... Ok, c'est moi. C'est une question de tonalité. Parce qu'en effet, il y a un jeu référentiel finalement à l'intérieur. On s'amuse beaucoup avec ce que disait Alain, la science-fiction d'avant finalement, la science-fiction d'avant Covid. Qu'est-ce que c'est la science-fiction d'avant Covid? C'est des choses très lumineuses, des choses comme ça. Et puis, et si on va au bout de l'aspect orwellien de la chose, ce qui est intéressant justement, c'est le côté passif-agressif de tout ça. Donc il y a un jeu avec... Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Ouais. Oui, moi j'aime bien ce côté-là. Effectivement, il y a un côté... c'est une satire d'un imaginaire. Il faut connaître cet imaginaire, bien sûr, qui est très référencé, mais d'un imaginaire technologique qui est l'explosion de couleurs, la réalité augmentée, où tout est en surimposition sur chaque surface, etc. Ce truc qui nous a été vendu pendant très longtemps comme une espèce d'accomplissement, quoi. Et qui, parce qu'on vit dans l'économie de l'attention, avec la sursollicitation publicitaire qu'on subit, qui nous paraît maintenant le dystopique absolu, quoi. Tu vois, mais pendant très longtemps, ça a été vendu comme quelque chose d'enviable, quoi, de désirable. Donc il y a un jeu assez satirique, je trouve, même dans le graphisme, quoi. Il y a un côté un peu, je sais pas si vous avez vu les hamburgers, les pizzas et machin, un côté un peu bien dégueu, quoi, tu vois, qui est inspiré, là, c'est un Indien, c'est ça qui faisait ces jeux de réalité augmentée? Japonais, ouais. Fait des vidéos en réalité. Ouais, mais c'est vraiment, c'est tellement excessif, c'est tellement kitsch, c'est tellement mauvais goût, quoi, que... Et ça, j'aime bien jouer c'est ça qu'on ait joué là-dessus, quoi, qu'on ait joué sur ce futur. On retrouve finalement un peu ça dans Retour vers le futur. Quand ils vont vraiment dans le futur, il y a une forme de rapport ironique à la position. Et dans le son, c'est pareil. Il y a vraiment dans l'intentionnalité, il y a des recherches pour justement essayer de trouver des choses qui sont gentiment terribles ou gentiment horribles. Et Alain, pour le coup, dans le roman, dans la partie du roman qu'on a adapté, en gros, c'est un chapitre 2 en particulier, que je vous invite à lire, évidemment, où en fait le personnage principal traverse la ville. Et ce qui nous a motivés à le faire comme ça, c'était que adapter Les Furtifs intégralement, c'était absolument trop compliqué, voire pas possible, parce qu'il y a une matière littéraire qui en fait est inadaptable. Mais deux, que ce qui nous intéressait et ce qui était accessible avec la réalité augmentée quand on a commencé le projet, ce qui était accessible, c'était de faire apparaître ces éléments-là et de donner cette impression de sursollicitation. En fait, ça, c'est pas très difficile à construire. En revanche, créer un récit à l'intérieur de ça, c'est-à-dire ne pas seulement proposer le pire ou montrer le pire, c'est un peu la problématique. Et on a, parmi les utilisateurs, je sais que dans les quelques tests qu'on a fait, on en a fait pas mal, il y en a certains qui s'arrêtent au bout de 2 minutes en disant vous faites un truc dégueulasse, vous faites un truc qui me fait pas du tout envie, je me sens trop surchargée là en fait. Et
aller jusqu'à la fin, c'est-à-dire ce que l'IA propose réellement, et ça nous pousse jusqu'au milieu de l'expérience, ça tient un peu de ça. C'est comment on peut... on a essayé de doser cette sursollicitation pour arriver à un climax, et c'était compliqué à ordonner et de trouver un vrai fil de récit avec un début et une fin. Voilà. Et certains ont compris que ce début était l'absolu de ce qu'on voulait faire, quoi, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que finalement, c'est pas ça le futur de ce genre de fiction interactive, que d'infiltrer les vraies logiques de sursollicitation, de surimpression sur le réel, de logique commerciale, pour les hacker de l'intérieur et les subvertir, comme un flash mob dans un centre commercial ou des clameurs comme dans la zone du dehors qui déclament des slogans au passage des passants? C'est Alain qui a répondu tout à l'heure dans sa présentation, où il parlait du rapport à l'intime. Il y a une question d'efficacité du message dès le moment où on rentre dans un rapport intime avec l'objet. Ouais, moi, je ne sais pas si c'est le futur de la narration interactive ou immersive, comme tu le disais, mais en tous les cas, c'est un choix possible et que là, on a pris, c'est d'aller sur les plateformes Google, d'aller sur les plateformes Apple et de proposer quelque chose d'un peu sexy, d'un peu avant-gardiste, mais derrière qui, on l'espère, va un peu t'ouvrir le crâne, ou au moins te faire avoir une prise de recul sur tes propres usages et ce que tu peux faire avec. L'étape d'après, ce ne serait pas de l'intituler Histoire interactive sur le store, mais appli de coaching, en fait. On a essayé l'angle parodique, mais c'était un peu tendu. C'est un peu tendu. Mais il est absolument sûr que le bien fondé de ce projet, c'est de donner un goût de ce que peut être la vie avec une intelligence artificielle centralisatrice, et de le faire ressentir par le maximum de personnes. Quand Alain et Mathias, son éditeur, sont venus nous voir pour parler d'une adaptation possible des Furtifs, c'était ça. L'idée, c'était de le donner au plus grand nombre, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas Alain, qui ne connaissent pas ses romans, puissent accéder à l'univers et à ce qu'il porte en termes de message le plus simplement possible, entre guillemets. Et c'est pour ça que MOA aussi est extrêmement simple. Ça doit fonctionner sur beaucoup de téléphones. Tous les téléphones qui peuvent intégrer de l'AR, en fait, MOA est disponible dessus. Il y a une logique entriste, mais c'est comme si c'était un test. Faire une histoire en réalité augmentée, c'est compliqué. Je pense que jusqu'à décembre, on ne savait pas bien si ça marchait. C'est un univers qui est extrêmement imposant, les Furtifs. Et Alain était là pour... comment il apparaît dans l'application, vous allez pouvoir l'entendre. Mais le travail d'univers, de construction d'univers, de référent, c'est un vrai travail créatif qu'on a fait. Et ça, on essaie de le rendre accessible au plus de monde possible. Et c'est notamment pour ça que ce qu'on teste en réalité, elle est gratuite d'abord. Et on essaye de le montrer dans le maximum de lieux publics et de services publics culturels qui pourront l'accueillir. Donc, et trouver les moyens avec de la réalité augmentée qui est très facile à porter, contrairement à la réalité virtuelle, il vous suffit d'un téléphone. On va essayer, et là c'est notre mission à venir, de le proposer dans le plus de lieux possible et de considérer que ça n'est qu'un petit point de départ à une réflexion plus grande. On essaie là de construire des kits de médiation pour le public, et notamment le public des plus jeunes, qui est en bibliothèque, ça c'est absolument certain, et de faire parler les gens autour de leur relation intime au smartphone, ce qui est une parole que on n'entend jamais. Vous avez soit la pub avec les gens sur des canapés blancs qui ont une vie formidable avec leur téléphone, soit les médias qui disent que l'addiction aux écrans c'est vraiment mauvais. Et entre les deux, ce qu'on vit réellement au quotidien avec ces objets personnels, en réalité, peu de gens les partagent, quoi. Et c'est une zone grise assez passionnante à explorer. Donc c'est ça qu'on va essayer de construire autour. Super. Il me reste à vous remercier tous les quatre avant de passer aux questions de la salle. Donc merci beaucoup. Pour des raisons... Pour des raisons que vous comprendrez, on ne va pas pouvoir vous passer de micro. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et à pousser un peu la voix. Je les répéterai au micro pour tout le monde. Merci beaucoup. Une première personne se lance. Tic-tac. Oui.
Alors, est-ce que vous avez une recommandation sur comment tester l'application Au forum dehors des images ou jusqu'à dedans? 19h, c'est parfait. Tu répètes la question. Donc la question c'est quel est le meilleur endroit pour tester MOA, chez soi, à l'extérieur. Je ne sais pas si j'ai une réponse là-dessus parce qu'en fait, comme il y a plusieurs petits univers, plusieurs publicités autour de ça, moi je me suis rendu compte en faisant les captures d'écran pour les différents objets de communication qu'il y en a qui marchent très bien dans le salon quand ça va parler de votre animal de compagnie qu'on peut possiblement cloner. Là, c'est génial quand il apparaît au-dessus de votre canapé. Par contre, quand il y a des pubs de basket, ben là, si vous êtes dans le forum des Halles, c'est génial. Donc, faites-le là où vous avez 2 mètres carrés autour de vous et où c'est le plus simple pour vous, peut-être. Il est au niveau sonore, comme on utilise du coup une part de ce qui est autour. Plus vous allez avoir de bruit autour de vous, plus vous allez avoir une expérience qui va vous faire prendre conscience qu'on prend plus facilement votre son que si vous étiez dans un environnement sonore. Donc évidemment, comme on utilise le son extérieur, l'espace va changer complètement et on peut s'amuser dans la nature et écouter à certains moments comment l'application va modifier le son des oiseaux ou des choses comme ça si on veut partir. Et comme le rajoute Frédéric, plutôt 2 jours parce qu'il faut que votre téléphone comprenne qu'il a un sol sous ses pieds. Et c'est particulièrement intrusif chez soi d'avoir de la pub. Oui. Pourquoi, en fait, dans la conférence, enfin, je m'adresse à vous, on parle de fiction. Donc pourquoi les êtres humains ont-ils autant besoin de fiction? Pourquoi toutes ces réflexions autour des fictions? Parce qu'en fait, on parle d'un univers de fiction très varié. Voilà. Ce besoin, et d'ailleurs ça marche très bien, ça se vend beaucoup, on vend de la fiction tout le temps. Donc voilà, pourquoi? Une question très simple. Ouais, très simple. Alors pourquoi on utilise autant la fiction est très simple, enfin, très profondément anthropologique, hein. C'est quand même une question qui agite l'histoire de l'anthropologie depuis toujours, à mon avis. Moi c'est ce que j'essaie de dire dans la conférence, c'est-à-dire que je pense que la fiction a cette puissance que n'ont pas de notre mode cognitif, qui est de tracer un fil de continuité, un parcours mental ordonné, avec un début, un milieu, une fin, qui fait que ça va maximiser la mémorisation, tu vois. Et comme on est dans un monde qui est particulièrement sporulent, qui est particulièrement pulvérulent en termes d'information, c'est-à-dire qu'on te balance de l'info partout, émietté, twitterisé, par petits bouts, par petits segments du data qui rayonne dans tous les sens, c'est extrêmement difficile d'agencer, de réarticuler toute cette production sporulente d'informations. Quand tout d'un coup, tu as une fiction, tout d'un coup, on te fait rentrer dans un tunnel, on te fait rentrer dans un schème, comme ça, stimuler les réactions un peu, quoi. Une chaîne qui avance et dans laquelle tu t'es identifié un personnage, donc tu as envie de continuer à savoir ce qui arrive à ce personnage. Tu vois, l'identification permet ça, le transfert actif permet ça. Et du coup, tu es dans la conduite de ce personnage et de ce qui lui arrive, et tu vas mémoriser ce qui se produit. Et alors ça, c'est là où c'est clé politiquement et c'est clé en termes d'économie de l'attention capitaliste. Si on arrive à te faire mémoriser quelque chose, on a gagné, tu vois. Si on arrive à te faire mémoriser, par exemple, l'histoire personnelle, même complètement bidonnée et réinventée de Macron, tu vas finir peut-être par voter pour lui, quoi, tu vois. C'est ce qu'ils ont réussi à nous faire faire. Il n'y a pas de vie plus débile, plus banale, plus insupportable que celle de Macron, qui est vraiment un enfoiré absolu, quoi. Mais ils ont réussi à te la vendre, comme, tu vois, quelqu'un, l'histoire d'amour avec sa femme, machin, tu vois. Ils ont storytellé le truc pour que finalement tu mémorises comme une carrière, comme une logique de personnage, comme une logique de... Et finalement, c'est ça que tu vas t'accaparer, et c'est ton opinion sur Macron et le fait que tu votes ou non pour lui va dépendre de ce petit segment d'histoire qu'on t'a fait mémoriser, qu'on t'a fait intégrer. Voilà. Et donc, c'est très puissant, la fiction. C'est pour ça que le storytelling est aussi important. C'est pareil sur les migrants, si tu veux. Le storytelling actuellement sur les migrants, il est de dire, il y a un grand remplacement qui se met en place, il y a des vagues de migrants qui vont déferler, nous prendre nos allocs, nous prendre nos boulots, etc. Tu vois ? Il y a une espèce d'histoire du migrant qui part chez lui pour aller piquer nos allocs et s'installer et nous remplacer et installer l'islam, etc., qui a été mis en place, qui est un storytelling complètement fantasmatique, complètement débile, complètement faux, mais il est dominant, tu vois. Et le storytelling réel, qui est que c'est des gens qui partent d'Érythrée, par exemple, d'une dictature, qui traversent 4 ou 5 déserts,
qui sont chargés de l'argent de leur village, qu'on a financé, etc., pour essayer d'aller en Europe et tout, qui se font piller, qui se font violer, qui se font torturer en Libye, parce que l'enfer libyen, c'est pas juste une expression, hein, c'est vraiment, il y a absolument tout, on viole les gens, enfin tu vois, on viole ta femme devant toi, etc. Enfin, c'est faut voir ce qui se passe. Hein. Moi, je sors de SOS Méditerranée hier, où tu as les témoignages et tout. Bon. Donc, cette histoire-là, ce storytelling-là, qui est le vrai, ou en tout cas celui qui est le plus proche du réel, on ne te le véhicule pas. Donc, tu ne vas pas mémoriser, du coup, tu n'as pas d'empathie. Comment tu vas avoir d'empathie pour ces trajectoires si tu ne sais pas la bonne histoire, quoi, tu vois? On t'a fictionné, c'est pour ça. Et après, quand on parle post-vérité, etc., c'est pas qu'il y a de la post-vérité. La vérité, elle est produite, elle a toujours été produite. La vérité, c'est une production. Moi, je fais partie de l'école nietzschéenne, deleuzienne, foucauldienne, où pour nous, voilà, moi, je suis de cette école-là, la vérité, elle n'existe pas dans un ciel pur comme une étoile fixe, comme chez Platon, quoi. La vérité, elle est produite en permanence. Donc, il n'y a pas de post-vérité ou pas plus que de pré-vérité ou vérité. C'est toujours une production, tu vois. Et cette vérité, elle va être produite par des fictions, essentiellement. Mais dis-toi bien que, voilà, moi, ce qui est très important et très spécifique à l'époque, c'est qu'on est dans un monde d'informations pulvérulentes. C'est une poudre qui vole dans l'espace, il y a des données partout. On a un mal fou à articuler, à rendre cohérent les choses. Et le storytelling, imagine-le comme un fil, tu vois, ou comme un collier qui enfile ces perles-là et qui te donne une unité et un cercle. Tu vois, sur le Covid, je veux dire, je pense que vous êtes comme moi, vous êtes incapable de dire exactement ce qui se passe, comment on est contaminé ou pas, etc. Il y a tellement d'infos contradictoires dans tous les sens. Et si tout d'un coup quelqu'un te dit, te fait une narration en disant non, mais c'est un complot, c'est les Chinois qui ont inventé le truc, machin, et crée un fil narratif, bah tu vas prendre. Parce qu'enfin, ça te réarticule quelque chose qui n'est pas cognitivement assimilable. Donc c'est pour ça que c'est très puissant la fiction. Sans parler de l'effet aspectif, hein, comme on l'a dit, hein, de l'émotion que ça permet d'aller chercher. Quoi. On a une autre question là-bas. Moi, du coup, j'avais une question. Vous avez beaucoup pointé dans la conférence, en fait, une responsabilité des créateurs d'imaginaire, en fait, un impact politique des créateurs d'imaginaire, et donc, en filigrane, un peu une responsabilité. Et je me demandais, de manière générale, si la plupart des créateurs d'imaginaire, tout confondu, que ce soit Hollywood, un livre, si les gens sont éduqués à ça, en tant que créateurs, à leur responsabilité, à leur impact, et sinon, ou s'il devrait être davantage, comment les éduquer davantage? Est-ce que ça passe par, est-ce que ça va passer par les écoles de cinéma? Est-ce que, enfin, voilà, c'est un peu une question générale que j'ai sur à la fois la conscience que les créateurs ont et sur est-ce que on devrait leur faire prendre conscience de manière plus générale dans la société. Donc la question, les créateurs sont-ils éduqués à leur impact politique et sinon comment faire? Ouais, je vais répondre parce que moi je considère que si un créateur n'est pas conscient de ça, c'est vraiment un abruti, enfin, quand même. C'est-à-dire que tu ne peux pas, à partir du moment où tu as une parole publique, à partir du moment où tu as des livres qui se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires ou des films qui sont vus par des millions de gens, tu ne peux pas ne pas te poser la question de l'impact de ce que tu fais, tu vois. Moi, chaque fois que quelqu'un, un jeune, vient, par exemple, me dit « Tiens, je veux faire tel roman, je veux faire tel film, etc. » Moi, là, c'est le seul conseil que je donne, le seul truc fondamental, je lui dis « Qu'est-ce que tu veux que la personne, avec quoi tu veux que la personne sorte quand elle a fini ton bouquin? Avec quoi tu veux que le spectateur sorte quand il aura vu 1h30 de ton film, quoi? Avec quoi tu veux que le joueur sorte quand il aura joué à Moa, quoi, tu vois, et qu'il aura fait un quart d'heure d'expérience, tu vois? Et qu'est-ce que tu veux simplement lui apporter? Qu'est-ce que tu veux changer en lui, lui apporter? Qu'est-ce que tu veux ouvrir? Qu'est-ce que tu veux émanciper ou pas émanciper? Qu'est-ce que tu veux apporter? Et cette question, ben, je te dis que malheureusement, il y a plein de créateurs qui ne se la posent pas, tu vois, qui sont tellement imbus de leur création et de ce qu'ils veulent eux sortir d'eux, qu'ils ne se posent pas la question réellement de la réception. Tu vois, ou qui se disent ça ne concerne que le récepteur. Ben non, ça concerne aussi l'émetteur, ça concerne toi qui produis cette information-là. Moi, je suis toujours centré sur ce que disait Jean-François Lyotard. Il disait l'art est un transformateur d'énergie. Quand tu rentres dans une salle de cinéma, tu arrives avec une énergie donnée, tu ressors avec une autre énergie, qui est plus agressive, qui est plus colérique, qui est plus satisfaite, qui est plus heureuse, qui est plus riche, qui est plus intense, qui est plus fine, peu importe, mais on va transformer l'énergie. Et cette transformation, c'est un énorme pouvoir, quoi. C'est une énorme empreinte que tu laisses sur les gens, quoi, tu vois. Quand vous faites chier à écouter 2 heures de conférence, vous allez sortir avec quelque chose, quoi, tu vois. Et on espère que ce que vous allez sortir va vous ouvrir le cerveau, vous rendre peut-être un peu plus vaste, un peu plus profond, un peu plus large, j'en sais rien, ou vous énerver, mais produire une énergie, quoi, tu vois. Sinon, c'est pas la peine de perdre 2 heures, tu vois, un dimanche après-midi, à venir là, tu vois. Et c'est tout le temps comme ça, voilà. Donc, quand tu prends Hollywood, je prends l'exemple hollywoodien. Je veux dire, moi je crois qu'en termes de valeur, ils savent très bien ce qu'ils font, quoi, en fait, tu vois. Et quand tu vois, par exemple, le post-apo américain typique, je reprends le jour d'après, ou tous les films post-apo,
avec ces valeurs américaines qui est je sauve, un, ma gueule, deux, mes enfants, trois, ma famille au maximum, hein, et le plus large du communautarisme, c'est la famille, tu vois, et que la quasi-totalité des fictions sont familiales quand tu regardes réellement, même Star Wars, c'est une fiction familiale, etc., tu te dis, mais bon Dieu, ça veut dire que pour eux, la monade, elle se réduit à la famille et à sauver sa famille, quoi, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a des angles morts absolument colossaux, tu vois, dans ces créations-là, tu vois. Et ça, moi, ça me... Voilà, c'est... Alors, pour vanter un peu et pour vendre un peu la science-fiction française, par exemple, quoi, ce qui est particulier et très riche en science-fiction française, c'est qu'il n'y a absolument pas ça. C'est une science-fiction qui est très forte, qui est décoloniale, transgenre, qui est très riche sociologiquement, qui interroge énormément ce qui se passe. Et on n'arrive même pas à se faire traduire aux États-Unis. Il faut quand même dire les choses. Même La Horde n'est même pas traduit aux États-Unis. C'est 400 000 exemplaires vendus, La Horde. C'est même pas traduit aux États-Unis. Tu vois le truc, quoi. Pour te dire à quel point il y a des effets de blocage, de rupture. Donc oui, il faut l'enseigner, bien sûr. Enfin, moi, chaque fois que je vais dans des écoles, ça m'est arrivé d'aller à FEMIS ou machin, il faut le dire. Mais malgré tout, c'est quand même une conscience individuelle que tu as ou tu n'as pas. C'est une conscience citoyenne que tu as ou tu n'as pas. Mais comme n'importe qui bosse dans une boîte, enfin, je veux dire, et encore, enfin, je sais pas, si t'es créateur, t'as encore plus de responsabilité, quoi, tu vois, on a la chance d'avoir une parole publique, une parole qui est entendue, écoutée, machin, putain, faisons gaffe, quoi, tu vois, à ce qu'on envoie, quoi. On avait une autre question. Je suis d'accord. N'avons-nous pas une imagination unique et personnelle? Tiens, c'est des questions impossibles, donc ça j'aime bien. C'est quelque chose que j'ai de plus en plus tendance à dire, c'est que je ne suis pas là pour écrire des histoires, je suis là pour que les gens se racontent des histoires. Et ça change beaucoup le propos, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on laisse aux spectateurs, qu'est-ce qu'on laisse aux joueurs? Moi, je pense que, comme le roman, on laisse au joueur finalement une capacité à pouvoir imaginer lui-même ses images sur des mots. Le sonore aussi, c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas forcément d'image. Donc, selon le type de format et selon le type d'expérience, on va pouvoir adresser l'imagination des joueurs de manière plus ou moins dense. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on peut avoir conscience. Ce qu'on laisse aux gens. D'autant que dans les médias interactifs, c'est vraiment une question fondamentale, parce que si on ne prend pas cette question en compte, on oublie la personne du joueur, on oublie la centralité de cette personne-là, et on fait quelque chose qui est imprenable ou qui est invivable. Donc j'ai l'impression que ta question, c'est plus qu'une question, c'est une tendance qu'il faudrait défendre, c'est-à-dire les capacités d'imagination des gens qui nous écoutent, qui participent à ces fictions-là. Plus que simplement... Mais c'est vertigineux ta question, parce que c'est ouais. Moi, si j'ai bien compris, on n'est jamais sûr de comprendre les questions, en fait, mais j'ai le sentiment que tu peux avoir une conduite des imaginaires très fermée. C'est-à-dire que tu peux créer des œuvres qui permettent aux gens que d'imaginer dans un couloir, tu vois. C'est-à-dire que tu ne vas pas fabriquer tes propres images, ton propre imaginaire, ou très peu, tu vas avoir très peu d'espace pour le faire. Et tu as d'autres œuvres qui te permettent cette ouverture, quoi. Et c'est très compliqué de savoir pourquoi certaines œuvres le permettent et d'autres pas. Mais tu le sens à la lecture, tu le sens quand tu vois le film. Tu te sens étroitisé ou tu te sens ouvert. Voilà. C'est pareil en philosophie. Moi, j'adore Deleuze. Pourquoi? Parce que c'est le philosophe qui te donne une plus grande ouverture possible, une plus grande latitude possible de penser, quoi. Tu vois, quand tu le lis, tu n'as pas l'impression de... Tu lis Hegel, tu lis Kant, tu as l'impression d'être fermé dans un couloir. Il faut déjà que tu comprennes ce qu'ils disent, mais ils te ferment dans une espèce de conduite comme ça, de pensée. Alors, t'es hegelien, tu ne peux pas être autre chose, tu vois. Mais quand tu dis que tu es deleuzien, c'est-à-dire que tu peux être énormément de choses à la fois, quoi. Et ce que je dis en philosophie, c'est valable pour les œuvres, quoi. Donc, essayer de faire des œuvres qui permettent d'ouvrir au maximum l'imaginaire ou de les empoigner. Et c'est vrai que le jeu, normalement, est beaucoup plus ouvert là-dessus, parce qu'il y a une liberté, normalement, que ça permet aux joueurs qui est très forte. Plus que dans les médias linéaires, où tu es obligé de suivre un livre ou un film, quoi. Oula, beaucoup de questions à la fois. Oui. Bonjour, j'ai une double question. La première, c'est sur les projets entre guillemets avortés qui touchent essentiellement finalement à l'audiovisuel, aussi bien l'ordre du
financier, donc qu'est-ce qui fait que ces choses-là n'aboutissent pas et vous, comment vous le vivez. Et puis la seconde, c'est tout à l'heure, vous parliez de la traduction effectivement de la horde, et finalement votre rapport aussi finalement à la traduction, même en général, vous qui employez finalement des sonances qui sont propres aussi à la langue française, comment, notamment dans la langue anglo-saxonne, vous pensez que ça peut arriver à se conjuguer? Alors qu'en est-il des projets avortés et comment te situes-tu par rapport à la traduction? Ouais, je réponds à la traduction parce que c'est très facile. À partir du moment où on traduit Mallarmé, où on traduit des poètes extrêmement complexes, on peut traduire L'Art du Contrevent et n'importe lequel de mes livres qui sont pas à ce niveau-là. Moi, j'ai eu la chance d'être traduit parce que je l'ai trouvé, ce traducteur, par un poète américain qui est exceptionnel, qui est quelqu'un de très haut niveau. Et qui a un sens viscéral et extrêmement physique de la langue, c'est-à-dire qu'il comprend ce que c'est qu'une tribu de phonèmes, il comprend ce que c'est que des systèmes d'assonance fondés sur des voyelles sombres ou des voyelles claires ou des voyelles déchirantes ou des plosives ou des fricatives. Il sait ça intérieurement, techniquement, et il sait le restituer. Donc voilà, quand tu as un grand traducteur, il n'y a aucun problème, notamment du français vers l'anglais. Il a fait une traduction extraordinaire de la Horde, elle est faite, hein, la traduction, on n'a simplement pas d'éditeur. Et cette traduction, vraiment, elle est extraordinaire. Moi, j'ai fait 150 heures de Skype avec lui. On a travaillé sur les passages difficiles. Mais je peux te dire que le résultat est incroyable. Il est parfois même meilleur que le français. Et c'est normal, parce que quand tu as un bon traducteur, il a la capacité. Donc ça pose aucun problème, ni d'un point de vue rythmique, ni d'un point de vue syntaxique, ni d'un point de vue de la gestion des couleurs de phonèmes, de le faire quand tu as quelqu'un qui a la capacité. Donc c'est pas un problème. Les gens se disent, mais comment on peut traduire? Non, mais je veux dire, tu traduis Mallarmé, tu traduis René Char, tu traduis Joyce. Je ne suis pas à la hauteur de ces gens-là, donc tu peux traduire ce que j'ai fait, il n'y a pas de souci. Donc, après, sur les projets avortés, bon, c'est une question abyssale, mais pourquoi un projet avorte? Donc, il y a des conditions évidemment techniques de production. Typiquement, sur l'art du contrevent en film d'animation, c'est un problème vraiment de production. Production qui était neuve. C'était les gens, ils avaient créé une start-up, ils étaient plein de bonne volonté, mais ils n'avaient certainement pas les épaules, comme me l'avait dit Yann Kounen qui travaillait sur le film. Il m'a dit on est en train de monter l'Everest en short, quoi, tu vois. Et ben en short ça marche pas, quoi. Voilà. Malgré toute l'énergie qu'ils y ont mis et toute la beauté de cette initiative, quoi. Voilà. Après, souvent tu te plantes parce que justement tu as une très mauvaise adéquation entre ton univers ou ton imaginaire et le médium. Voilà. Moi j'ai démarré, juste pour cet exemple, j'avais démarré un projet avec Florian Pochon qui s'appelle Ondée, qui était une idée très simple d'une sorte de pluie extrêmement violente et continue qui s'abat sur une ville et ça ne s'arrête pas. Voilà. Et cette pluie, elle perfore, elle détruit, elle est acide et si tu sors, tu meurs. Donc les gens sont obligés de se confiner. Donc après, on a arrêté parce que les confinements, on a plein le cul. Mais l'idée était une idée en réalité de série télé. Tu vois, c'était une idée. Hello, l'intelligente. Enfin bon, je passe le truc, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment, au bout de 3 mois de travail sur cet univers où j'avais développé que c'était pas conçu pour de la fiction radiophonique. Voilà. C'était conçu pour de la série télé. Tu vois? Et j'ai voulu adapter cet univers que j'aimais bien à de la fiction radio en me disant, bon, je vais le tordre et ça va marcher. Mais non, ça marche pas, quoi. Tu vois? Voilà. Et donc là, je suis reparti sur une espèce de zone à la Stalker, sur un tout autre projet, mais radiophonique. Et là, je pars du médium. C'est-à-dire que tu as un stalker qui t'amène dans une zone et la clé pour comprendre la zone, c'est les sons que produit la zone. Donc tu apprends à l'auditeur à écouter les sons, à les comprendre, à savoir que tel son est dangereux, tel son est inquiétant. Et progressivement, c'est comme un voyage initiatique à l'intérieur d'une zone très spéciale dans lequel toute la découverte et toute la capacité à survivre dépendent de ta capacité à comprendre les sons que tu vas... Et aussi à dialoguer avec les pierres, avec les lacs, avec les phénomènes météorologiques qui se produisent dans cette zone et qui t'envoient comme ça, qui te parlent une langue particulière. Donc là, oui, le cœur concept est articulé autour de ce que c'est que comprendre un langage différent, de ce comprendre une rythmique et des sons différents, et d'interpréter les sons, et d'être conduit par les sons. Donc là, tu dis, ouais, ça peut faire quelque chose. Alors c'est le tout début, je vais peut-être faire une grosse merde et ça va s'arrêter, mais potentiellement, je suis proche du médium et ça doit, tu vois... Donc c'est ça, c'est des questions d'adéquation. Donc ça veut dire, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comprendre à quel point ta fiction et ton univers sont adéquats au médium que tu prends. Voilà. Après, on n'a pas parlé du roman, mais le roman te permet tout. Voilà. C'est le médium qui, si tu es doué littérairement, peut te permettre de faire absolument tout. Tu peux traiter de l'intériorité, tu peux traiter de l'extériorité, tu peux traiter de la politique, tu peux traiter du conceptuel, du perceptuel, de l'affectif. Tu peux absolument tout. C'est pour ça que moi je dis c'est un art total, le roman, et c'est pour ça que le roman sert aussi de support à beaucoup d'œuvres dérivées, parce que tu peux tout faire dans le roman. Voilà. Donc ça reste, voilà, à mon sens, un art total, quoi. Voilà,
ce qu'on n'est pas forcément les autres, ce qu'on sont pas forcément les autres médiums. La VR, c'est pas un art total, ni l'AR aujourd'hui, quoi, tu vois. Donc voilà, en gros. Il nous reste une dizaine de minutes pour des dernières questions. Mettez-vous d'accord. Bonjour, ça fait bientôt 2 heures qu'on discute. Tout à l'heure, Alain a plusieurs fois mentionné le mouvement dans la horde, dans les furtifs. Et si jamais revenu, le mouvement disparaît à chaque fois. Alors qu'il est central. Et on parle de politique, on parle de choses pas très fortes, bien, et tout ça. Et à chaque fois, le mouvement que moi je considère comme central dans notre œuvre, il s'évanouit. Pourquoi? Pourquoi le mouvement disparaît-il? Parce qu'on est assis depuis. C'est toujours marrant d'ailleurs, ces trucs-là où on est obligé d'être. Là, c'est encore pire avec le Covid, où on est fixé, où le corps est fixé. Et tu peux pas bouger. Et c'est vraiment problématique, je trouve. Tu vois, pour les concerts, les lives, pour ça, il y a quelque chose dans le corps. Non, le mouvement, moi juste pour te dire, c'est que le mouvement, ça a été un thème fondamental de ce que j'ai essayé de faire depuis la zone. Et je pense que je l'ai raté dans la horde, je le dis souvent, mais je pense que je voulais faire de la horde, l'incarnation de la conjonction entre le mouvement et le lien. Je pense que j'ai réussi le lien dans la horde. C'est un vrai livre sur le lien. Et le mouvement, qui était porté par Caracol énormément, cette capacité d'auto-mouvement, d'auto-métamorphose que portait Caracol, j'arrive pas à le tenir tout le roman. D'ailleurs, je le fais mourir, comme ça je me débarrasse du problème. Et les furtifs sont nés de ça, sont nés de l'idée de créer des créatures qui soient le mouvement ontologiquement, vraiment. C'est-à-dire capacité de métabolisation de l'environnement permanente, de composition avec l'environnement en permanence, métamorphose, automorphose, et évidemment ce fameux frisson, c'est-à-dire que ce son fondamental, cette mélodie fondamentale qui est capable d'informer la matière, de la modifier, de la transformer. Donc j'ai fait un livre qui pour moi est fondé quand même sur l'ontologie, mais malgré tout, on reste beaucoup sur l'humain dans les furtifs, malgré tout, on n'est pas assez encore proche des furtifs. Et c'est très difficile parce que le langage, mettre le langage en mouvement, il n'y a rien de plus complexe en réalité. Voilà. Même si le langage c'est une hydrodynamique, même si le langage c'est un écoulement de gauche à droite par la lecture, et c'est la façon de rythmer cet écoulement qui crée la dynamique de la langue. Malgré le fait que ce soit un mouvement fondamentalement, c'est extrêmement difficile de pervertir le langage, de le subvertir, de creuser une langue étrangère dans la langue. J'arrive à le faire sur Tishka dans les furtifs, si tu as lu le bouquin. C'est ma grande fierté de ce livre, c'est ce que dit Tishka, ce que fait Tishka. C'est-à-dire que j'arrive à montrer cette automorphose à l'intérieur de la langue sur ce perso, mais c'est encore très embryonnaire, c'est encore très difficile. Et dans les enjeux de mes prochains livres, il y aurait le fait d'aller plus loin, c'est-à-dire de mettre encore plus la langue en mouvement, sans perdre le lecteur, sans que ça soit inassimilable. Tu vois, parce que le problème, c'est ça, quoi. C'est qu'à un moment donné, tu creuses ta langue étrangère dans ta propre langue, mais c'est tellement étranger que ça devient absolument imbuvable, illisible. Et déjà, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à lire les furtifs ou qui galèrent parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de signes typographiques, il y a trop de métathèses, c'est-à-dire des interversions de consonnes, de jeux sonantiques. Moi, je trouve ça génial, mais les gens, ils trouvent pas ça génial du tout. Ils galèrent, ils souffrent, et ils décrochent. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi de dire aux gens, mettre en mouvement, c'est compliqué, c'est du boulot, quoi. La lecture devient aussi un effort. Donc, comment donner assez d'énergie aux gens pour accepter cet effort de la mise en mouvement de la langue? Voilà, ça, c'est des vrais enjeux d'écriture très difficiles. Mais oui, le mouvement, c'est... Mais tu sais, en ce moment, le mouvement, c'est un peu compliqué avec le Covid. On est un peu plombé, quoi. Dans MOA, on voulait, à la base, que l'utilisateur, à la fin, se mette à courir. Il y avait une espèce de gameplay de course avec des éléments en AR qu'il fallait éviter. Il fallait éviter des caméras de surveillance, etc. Et en fait, c'était juste pas possible, c'était juste dangereux. Oui, j'en tombais. Les gens se faisaient mal, tout simplement. Les gens se faisaient mal. On va prendre une dernière question, sauf regret de dernière minute. Mais il y en a deux, donc on peut peut-être prendre les deux dernières. Et puis, pourquoi tu vas d'un médium à l'autre et quel est le lien entre tout ça? T'as la vraie question psychanalytique finale. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a une chose qu'a très bien dit Marie, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où tu as beau être salué dans le médium que tu fais, c'est-à-dire la littérature, tu as beau avoir des centaines de milliers de lecteurs, tu sais que tu touches une infime partie de la population. Moi, j'ai une vocation politique que j'assume, j'ai envie de
voilà, j'ai envie d'émanciper les gens, en tout cas de les aider à s'empuissanter et à pas subir le système capitaliste dans lequel on vit, d'essayer d'en sortir, quoi, de trouver le panneau exit du capitalisme. Et donc, j'essaye des fois des médias démocratiques, ou en tout cas plus ouverts, plus larges, quoi. Voilà, plus larges que la lecture, plus larges que la lecture exigeante. Donc, c'est pour ça que j'étais vers le jeu vidéo, c'est pour ça que je vais vers Moa aussi. Voilà. Et je suis très content, c'est aussi pour ça que je vais vers le concert, où c'est plus assimilable, en disant, ben voilà, il faut que cette énergie, elle passe par différentes formes, et qu'il y a des formes plus assimilables par d'autres. Tu vois, sur la BD, c'est super intéressant, il y a plein de gens qui viennent me voir en me disant, j'ai essayé de lire La Horde du Contrevent, j'ai pas réussi, j'ai lu la BD et j'ai pu lire le roman après. Pourquoi ? Parce que la BD mâche une certaine forme d'imaginaire, elle te permet de visualiser, elle te donne des images. Il y a des gens qui ont besoin de ces images pour ensuite rentrer dans le bouquin. Et tant mieux, et si ça passe par la BD, tant mieux, et ça va les amener. Donc il y a un côté que j'assume, de dire, c'est plus démocratique, je vais chercher quelque chose de... Voilà. Je vais toucher autre chose qu'une élite intellectuelle qui va pouvoir lire mes livres parce que c'est perché un peu, et voilà. Et la deuxième chose, pour moi, c'est que je crois que c'est un axe fondamental de ma propre vie. J'essaye de ne pas me répéter. Voilà. J'essaye que chaque jour, il y ait au moins une toute petite touche créative, que chaque jour, j'ai réussi à trouver une idée nouvelle ou créer quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est la grande dignité de l'être humain, c'est d'être capable de ne pas répéter, de ne pas être dans des routines, de sans arrêt trouver un point de création, d'invention dans tes journées, dans tes semaines. Et pour moi, ça fait qu'un avec l'idée de vitalité. Je me sens en vie si j'ai la capacité à ne pas répéter quelque chose. Et du coup, l'exploration que tu as vue là, sur les 16 ou 17 médias que je fais, c'est parce qu'à chaque fois, je sors de ma zone de confort, je suis obligé de me réinventer, de trouver autre chose, de comprendre, et ça me nourrit énormément. Là, en ce moment, je suis sur le concert, je découvre ce que c'est que des lives, je découvre ce que c'est que cette espèce d'immédiateté absolue, de présent absolu quand tu es sur scène, où si tu te plantes et tu n'as pas de retake possible, alors que dans les littératures, tu peux faire des retakes infinis, tu vois. Et j'aime beaucoup ce côté, pour moi, c'est comme une calligraphie. Voilà, tu es sur scène, c'est une calligraphie, j'ai 1h20 de show. Des fois, je fais de la merde, des fois, c'est génial, des fois, il y a un moment de grâce, des fois, j'y arrive pas, des fois, je suis déconcentré parce que la première rangée vient de sortir, parce qu'ils n'ont rien compris. Premier morceau qui est sur le cube des furtifs, tu vois. Et c'est super intéressant, voilà. Et je sors de ma zone de confort, c'était pas facile pour moi d'aller sur scène, je sais pas encore quoi faire de mon corps sur scène, tu vois. Et ça m'intéresse, voilà, et ça m'enrichit. Donc, c'est plus pour ça, c'est plus dans l'idée d'essayer de me renouveler. Je fais pas de lien entre tout ce que j'ai fait, je m'en fous, je fais pas de, tu vois. Je ne suis pas du tout dans la liaison, de trouver une cohérence de médium. Moi, j'aime bien, au contraire, que tu vois les furtifs, la Horde, ça parte sur des projets. Les furtifs, je veux dire, on a un oratorio, on a la pièce de théâtre numérique, on va dire, de Fred Delias, on a le concert, on a plein de trucs différents, on a MOA, et c'est génial, voilà. Mais je ne sais pas de relier ça, et ça n'a pas de sens de relier ça, puisque, comme on l'a dit, voilà, il faut une idée d'AR pour faire une appli AR, il faut une idée de théâtre numérique et d'art numérique pour faire le spectacle que fait Fred Delias, voilà. Donc, il faut une idée de set de concert, parce que c'était très compliqué de bâtir le set de concert sur les furtifs, parce qu'il y a quand même une conduite de récit dans le concert par rapport aux furtifs. On a galéré à mort pour la trouver, enfin, tu vois, c'est... voilà. On va prendre la dernière question. Bonjour. Alors moi, c'est une question concernant l'émotion. Il y a certaines œuvres, quand on les termine, et c'était le cas pour pas mal de gens pour l'art du contrevent, qui laissent une espèce de vide immense pour la terminer. Et ça peut durer des mois, ça peut durer des années pour certaines œuvres. Et ça a un peu le côté, quand on parle de fiction, parfois on dit la culture libre, par exemple, des gens qui sont isolés dans leur monde, les gens qui utilisent Tolkien encore aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'ils font utiliser Tolkien alors qu'ils pourraient faire des choses beaucoup plus concrètes. Est-ce que finalement la fiction, vu la telle charge émotionnelle qu'elle peut provoquer, pose des émotions qui peuvent être plus fortes que les émotions que l'on a dans la réalité? Est-ce que la fiction, c'est vraiment de la fiction en fait? Est-ce que, c'est un peu une question que je me pose beaucoup en ce moment, voilà, par rapport à la réalité, la fiction et l'émotion. Alors, il faut que tu lises qu'est-ce qu'est la philosophie de Deleuze et Guattari. Il en parle à un moment donné, je trouve magnifiquement. Deleuze, il dit une chose très, très forte. Il dit chez les grands romanciers, chez les grands romans, mais c'est pareil sur les grands films, toutes les œuvres, il dit il y a la capacité à créer des moments de vie plus forts que toute vie vivable ou vécue, il dit. Plus fort que toute vie vivable ou vécue, tu vois. Et ça, on l'atteint, c'est Virginia Woolf qui dit ça, elle dit saturer chaque atome. C'est-à-dire que tu essayes, quand tu écris, d'atteindre un niveau de densité dans tes paragraphes, dans tes scènes, dans ta narration, stylistiquement, dans le rythme, dans l'intensité du rythme et de la syntaxe, qui fait que tu essaies de toucher ce fameux alliage incandescent dont je parlais tout à l'heure, où à la fois l'affect, le percept et le concept
tout d'un coup fusionnent et que tu es dans un... Il y a une telle intensité dans la scène que tu touches quelque chose que tu ne vas pas oublier. Et tu vis quelque chose que tu ne vas pas oublier. Ça va créer de la mémoire. Et les grandes œuvres, moi je le vois, c'est pour ça que j'aime pas du tout la mnémose actuelle, de tout enregistrer, de tout. La mémoire organique, elle est extraordinaire, notre mémoire organique, parce qu'elle ne garde que le plus intense et le nécessaire et le vital. Voilà. Et d'un roman, souvent, moi je demande aux gens, mais ils se rappellent une scène, 2 scènes, 3 scènes maximum. C'est très rare que tu te rappelles de 10 scènes, quoi, tu vois. Deleuze, il dit, dans un grand roman, tu te rappelles un personnage. Dans les très très grands romans, 2 personnages, dans les chefs-d'œuvre, 3, quoi. Tu ne peux pas dépasser ça, en gros. Je pense qu'il a raison. Et c'est le miracle de l'art. Le miracle de l'art, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as une capacité à mettre tellement d'énergie, tellement de vitalité, tellement d'intensité dans ce que tu écris, que la personne qui le lit va créer de la mémoire. Voilà. Et tu ne sais pas comment tu fais, tu ne sais pas comment ça marche, tu ne sais pas pourquoi ça ne marche pas des moments. La seule chose que je peux te dire en tant qu'écrivain, c'est que moi, quand je chiale sur une scène, en train de l'écrire, je sais que c'est bon. Et je sais que si moi, je trouve ça ultra intense et que ça me déchire, il y a forcément quelqu'un dans les lecteurs que ça va déchirer aussi. Pas tout le monde, évidemment, mais je sais que ça va résonner. Voilà, et c'est pareil sur scène, il y a des moments où tu sens que tout d'un coup, tu y es. Tout d'un coup, l'axe d'énergie est sur toi et tu sors quelque chose qui est tellement intense, tellement vécu, tellement en vie, tout simplement, que ça va passer. Voilà. Mais c'est le miracle, voilà. On écrit pour ça, hein. On crée pour ça, quoi. Pour ces moments-là et pour que cette mémoire, elle reste, quoi. Et en plus, cette mémoire, elle te sert après, tu vois. C'est-à-dire que tu te sers de la scène, et c'est dément parce que c'est plus fort parfois que ce que tu as vécu avec tes amis, ce que tu as vécu avec ta famille, ce que tu as vécu individuellement. Ça devient plus fort, ça supplante une mémoire qui est pourtant ta mémoire vécue. C'est le fake memory syndrome, tu vois. C'est un syndrome de mémoire fausse et pourtant plus forte que... C'est ça la force de la fiction, quand c'est réussi, ouais, bien sûr. Ce sera le mot de la fin. Il nous reste à vous rappeler que MOA se teste jusqu'à 19h, si je ne me trompe pas, ici même. Et à vous remercier toutes et tous pour votre attention. Merci beaucoup.